Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission des Incorrectibles, une émission un peu particulière pour moi pour des raisons personnelles cette semaine. Il fallait donc un invité de circonstance, et quel invité, c'est un écrivain, comme on n'en fait plus, un de ceux qui n'ont jamais plié ni devant les médias, ni devant les maisons d'édition, ni devant le confort intellectuel ambiant. Peintre, pamphlétaire, inclassable, il est de retour et il n'a rien perdu de sa verve dans un monde où les indignations sont à géométrie variable, où l'art devient sage et les intellectuels trop prudents. Lui continue de dire ce que beaucoup préfèrent taire. Avec lui, pas de langue de bois, pas de compromis, juste une liberté brute, voire brutale, qui dérange. Et c'est exactement pour ça que l'on reçoit aujourd'hui cet écrivain. J'aurais mis 8 ans à le recevoir parce que je le connais depuis de nombreuses années. Marc-Édouard Nab, bonsoir. Bonsoir Eric. Ça vous fait quoi? Parce que finalement, ça fait longtemps qu'on se connaît. Puis Ah finalement, oui. je ne vous recevais pas. Et puis, Oui, bien une sûr. rencontre fortuite Enfin, dans la bon. rue, Ouais. dans Paris, la semaine Exactement. dernière. On se connaissait à l'époque au Matisse. C'était un lieu, un haut lieu de la nuit, Ouais. qui était Comme on tenu en par fait plus, Gérald d'ailleurs. Nanty, qui était notre Exactement. ami commun et qui ouvrait son club à plein de gens très différents. Et on a vu aussi bien Yves Saint-Laurent que Jean-Luc Delarue, que Exactement. Robert Hirsch et Thierry Ardisson. Voilà, c'était un mélange formidable. On a vécu des nuits merveilleuses. C'était un endroit unique. que Exactement, j'aimais dans les beaucoup et années que je regrette 2008, beaucoup. 2009, par là. Il est mort en 2010, c'est ça. Et après lui, il n'y a plus rien du tout. Et il n'y a pas tellement d'endroits où on peut sortir la nuit dans Paris. De toute façon, moi, je suis très rarement à Paris maintenant, mais ça nous manquait quand même pendant quelques années. Et là, on s'est rencontrés. Voilà, donc on est transparent pour les Voilà, gens qui tout nous à fait. regardent. Finalement, je rechignais à vous recevoir, Et Marc-Édouard, pourquoi je vous le alors? dis honnêtement. Écoutez, justement, ça va être l'occasion d'en parler tout au long de cette émission, mais en tout cas, Ouais. c'est donc du passé, puisque j'ai donc décidé, en effet, après réflexion, de vous recevoir. Et finalement, vous avez un petit point commun supplémentaire avec moi, parce que à une époque, on vous voyait beaucoup dans une émission qui était présentée par quelqu'un qui en quelque sorte a été le parrain de cette émission, Les Incorrectibles, puisque c'était mon premier invité que j'avais reçu en septembre 2018. C'était Frédéric Tadei, un Ouais. animateur que j'aimais beaucoup, qui présentait notamment une émission que tout le monde connaît, qui s'appelait Ce soir ou jamais. Et vous étiez d'ailleurs très souvent invité dans l'émission de Frédéric Tadei, Bien Ce soir sûr. ou jamais. Comment ça se fait justement qu'on ne vous revoit plus depuis cette période? Alors, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec Tadei. Le fait qu'on ne me revoie plus, ça n'a rien à voir avec Tadei. On en parlera tout à l'heure de Frédéric, si vous voulez, tout à l'heure. Mais Alors bon, d'abord là, peut-être Frédéric Tadei. oui, enfin, Vos si vous rapports voulez. avec lui? Bah oui, parce que je vous Là, associe alors lui, il beaucoup à dit qu'on lui. est brouillé. Dans Libération, quand il est reçu à Libération pour parler, il dit qu'on est brouillé. Non, c'est moi qui me suis brouillé avec lui en faisant des articles dans ma revue qui s'appelle Nabs News, qui est une revue sur Internet qui a 34 numéros maintenant. Et j'ai fait beaucoup d'articles, alors on va dire, qui sont pamphlétaires contre lui. C'est pas contre sa personne. Moi, il m'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait contre moi. Au Vous contraire, étiez il m'a même très beaucoup proche. apporté. Il m'a beaucoup apporté, il m'a ouvert des portes et on a été très proches. Et quand j'ai vu qu'il commençait à dévier dans une... D'abord, je lui en ai voulu de quelque chose qui ne me concerne pas personnellement, mais moi je suis je suis pas égoïste. C'est pas les rapports qui sont vis-à-vis de moi. Je suis pas mesquin parce qu'on m'a fait quelque chose, alors je réponds. C'est complètement désintéressé. Je trouve que c'est sa faute si on lui a enlevé son émission. De Ce soir ou jamais. C'est sa faute, c'est sa négligence, sa fainéantise. Pourquoi? Parce qu'il a fait des émissions de plus en plus mauvaises, qui avaient de moins en moins d'audience. Il a fait de plus en plus de compromis et j'ai essayé de le redresser, on peut dire amicalement, parce que j'étais aussi à l'origine de cette émission. Il m'a demandé beaucoup de conseils avant de se lancer. Il ne voulait pas la faire. Et c'est moi qui l'ai convaincu de dire oui à Rachel Kahn à l'époque, la productrice. C'était en 2006. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je suis dans la première émission. Si vous la regardez, vous voyez. Et donc j'ai fait la première émission de Tadei et Tadei a fait la première, la vôtre. Exactement. Oui, c'est rigolo. Mais là, vraiment, il a dévié de pire en pire après son départ de France 2 et France 3. Ça a été de mal en pire pour moi par rapport à la carrière qu'il aurait pu faire. C'est ça que j'ai regretté. Donc j'ai essayé de le dissuader d'aller sur Quand même, RT. sur la carrière qu'il a, vous avez un regard quand même plutôt bienveillant. De l'époque, oui, de l'époque Ce soir ou jamais, oui, et Paris dernière, l'émission qu'il avait reprise après Ardisson, vous voyez. Mais après, c'est une catastrophe. RT, ce qu'il a fait sur RT, c'est une horreur. C'est très très mauvais. Et puis alors là, justement, il a reçu beaucoup de ce que j'appelle, moi, et je ne suis pas le seul, les complotistes. Et d'ailleurs, vous en recevez énormément ici. Oui, on va en parler. Donc, vous voyez, on va en parler, vous voyez, c'est pas pour ça que je suis sectaire, mais il y a quand même une certaine dignité, on va dire, à garder. Et lui, il a fait n'importe quoi sur RT. Après, il est parti, comme vous le savez, il est parti sur CNews.
où il a fait un passage éclair parce qu'il n'était pas du tout fait pour... du soir. Voilà, c'est encore plus mauvais. Vraiment, c'était n'importe quoi. Et puis maintenant, il est pas le contexte pour lui. Voilà. Et puis maintenant, il est à Marianne, donc c'est sous les ordres de Denis Oliven. Si vous voulez, c'est un mercenaire, Frédéric. C'est sa qualité aussi. Il s'en vante. Il n'a aucune conviction. Il dit que c'est sa particularité médiatique, c'est qu'il n'a aucune conviction, dans la vie non plus d'ailleurs. Voilà. Enfin bon, il sait quand même naviguer pour quand même continuer à mener sa barque. Donc ça commence fort, parce que voilà. Quand même, on peut lui reconnaître qu'il vous avait quand même ouvert mais justement, des ça n'a rien à voir avec moi. Ça n'a rien à voir avec moi. Moi, je n'ai rien à lui reprocher. Mais c'est ça qu'il faut comprendre dans ma psychologie, on va dire, et même surtout dans ma façon de concevoir l'amitié. Pour moi, l'amitié, c'est pas parce que c'est un ami, alors je lui pardonne tout et j'accepte tout de ce qu'il fait et je fais le lèche-cul et je ferme ma gueule quand quelque chose que je désapprouve arrive dans sa vie. Ben non, un vrai ami, c'est lui dire la vérité. Alors là, je l'ai dite un peu trop forte, on va dire, parce que dans plusieurs articles que j'ai fait dans mon Abs News, il a du mal le prendre. Alors maintenant, bon, qu'on se rassure, il n'est pas tout seul. Il s'est reconverti, on va dire, dans une autre amitié avec Jacques Attali. Donc c'est ce qu'il dit dans Libération. Maintenant, il fréquente Jacques Attali à la place de moi et il lit ses livres à la place des miens. C'est pas grave. Voilà, c'est pas grave. L'important, c'est d'avoir vécu les choses avec les gens. Vous n'avez plus de rapport avec lui? Aucun. Et ce n'est pas grave non plus. Voilà. Est-ce que, d'après vous, aujourd'hui, Marc-Édouard Nab, est-ce qu'on peut encore tout dire sous couvert de liberté d'expression, d'après vous, en France? Non, je n'aime pas cette expression. Liberté d'expression, c'est une tarte à la crème, c'est bon pour CNews. La liberté d'expression, et on dirait que c'est eux qui l'ont inventée, c'est pas la liberté d'expression, CNews. C'est des gens qui sont invités d'ailleurs. Mais évidemment que non. Ce qui prouve que c'est pas la liberté d'expression. On en reparlera. Il y a beaucoup de choses à dire. Non, mais je voudrais d'abord dire une chose parce que vous me dites pourquoi on m'a jamais revu depuis la dernière émission de télévision que j'ai faite. C'est justement avec Frédéric, Ce soir ou jamais, où j'étais pris à part 5 minutes à l'époque de l'affaire Dieudonné et Manuel Valls. Comme un cordon sanitaire. Voilà, c'était en janvier 2014. Donc ça fait 11 ans que je n'ai jamais été invité nulle part. Alors comment vous expliquez voilà, alors c'est ça qui est intéressant, c'est que pour parler politique rapidement, pour brosser un peu les choses, pour certains supports, je suis trop à droite. Et pour d'autres, je suis trop à gauche. Vous voyez, donc c'est-à-dire que je suis entre deux. Si vous voulez, si Patrick Cohen ne m'invite pas parce qu'il estime que je suis un type d'extrême droite, et Pascal Praud ne m'invite pas parce qu'il estime que je suis un type d'extrême gauche. Donc évidemment, je suis toujours isolé. Ça, c'est les supports officiels, on va dire de la télévision officielle. Mais ce qui est plus étonnant encore, je trouve, dans mon petit cas, puisque vous me posez la question, c'est que malgré ces chaînes traditionnelles, on va dire, que ce soit France 2, bon, CNews maintenant a pris quand même une certaine bouteille, donc on peut dire que c'est une chaîne officielle, les médias alternatifs ne se sont pas bougés pour m'inviter davantage, depuis des années. Donc là, il y en a plein, et qui ne me donnent pas plus la parole. Ça. Donc c'est pour ça que je voulais vous rendre hommage, vous êtes le seul depuis très très longtemps. Je dis chaîne alternative, c'est pas péjoratif, c'est pour vous dire, c'est une chaîne. Je confesse que j'ai mis le temps pour sur vous recevoir, YouTube. Mais non, mais c'est une chaîne sur YouTube et donc voilà, c'est très bien. Votre parole, elle n'existait plus dans les médias, ni même alternatifs, c'est vrai. Ces médias alternatifs, pour moi, c'est de l'arnaque tant qu'ils ne feront pas preuve de véritable liberté d'expression. Que ce soit le média, que ce soit Blast, dirigé par Denis Robert, que je connais aussi, que j'ai rencontré à l'époque de Bernard Barrault, et qui sait très bien ce que je fais. Quartier Général, Aude-Lancelin. Quartier Général, Aude-Lancelin. Alors, elle a tourné autour de moi avec elle a fait bien des photocopies des petits plagiaires qui étaient autour de moi dans les années 90. Mais maintenant, elle fait rien. Elle est devenue aussi assez complotiste et elle est très pro-palestinienne. Mais jamais elle me demandera mon avis. C'est pas le genre. Pareil pour Parole d'honneur. J'ai connu aussi très bien Boutelja. Les gens de Parole d'honneur, ils sont tout à fait hostiles à mon... Eux, ils me considèrent peut-être comme un facho, comme ils disent, vous voyez. Donc, c'est ça qui pour eux, c'est ambigu. Pour moi, c'est cohérent. Et on en parlera si vous voulez. Je suis extrêmement cohérent dans ma ligne, disons, politico-littéraire, et c'est eux qui ne suivent pas. Mais je trouve ça très intéressant que, en gros, Patrick Cohen et Dany Heraz, vous voyez ce qu'il c'est, Dany Heraz, c'est deux, vous ne connaissez pas, là, je suis plus à l'avant-garde encore que certains, c'est deux jeunes gens qui font des émissions, alors là, super underground, liées à la France Insoumise et à Parole d'honneur, et qui sont très dans les milieux LGBT, de trans, de soi-disant de subversion, etc., et qui m'ont pris à partie, il y a encore quelques semaines, il y a peut-être un mois à peine,
Et ils ont parlé de moi pendant 20 minutes quand même, parce que je les ai allumés dans ma feuille nabienne. J'avais fait un paragraphe sur eux pour montrer justement qu'ils ont beau être jeunes, underground, libres d'esprit, ouverts à toute proposition de paroles différentes, ils sont aussi fermés, aussi sectaires que TF1, France 2, France 3, France 5, etc. Donc c'est exactement entre Parole d'honneur et C'est à vous, c'est le même obscurantisme, l'ostracisme matiné d'obscurantisme en ce qui me concerne. Comment vous voyez justement l'évolution de ce paysage médiatique à la fois donc mainstream que vous décriviez, puis donc même alternatif Quel regard vous avez sur ce paysage médiatique? Moi, je connais bien la télé, on va dire, alors, je répète encore, traditionnelle, en tout cas, la télé Ah oui, fondamentale. parce qu'on va parler aussi de cette émission de Pivot, à la suite de laquelle vous étiez pris un point dans la gueule, je crois. Bien sûr, mais bien avant. C'est marrant que je revienne ici. Vos studios sont à Boulogne-Billancourt. Ça fait 40 ans que je ne suis pas revenu à Boulogne-Billancourt. Pourquoi? Parce que j'habitais là avec mon père. Et mon père, Marcel Zanini, qui est mort l'année dernière, était un chanteur, un musicien, un chanteur qui a eu un grand tube. Et ce tube, nous en avons vu la naissance à Boulogne-Billancourt, quand on y était en 1970 avec mes parents. Et d'ailleurs, j'espère que vous n'avez pas trop porté la poste, parce que vous avez bien fait de rappeler que nous sommes à Boulogne-Billancourt. Dans une précédente émission, où je recevais, je crois, Zoé Sagan de mémoire, il avait dit que nous n'étions pas loin de l'Élysée, ce qui n'était pas faux, mais il n'y avait aucun lien par rapport à ça. Mais j'explique en effet pour les gens qui nous regardent et qui auraient peut-être pu être surpris s'ils ont deviné ou s'ils ont pu se rendre compte qu'on avait changé de studio, c'est que j'ai dû changer de studio après avoir reçu un certain Dieudonné. Donc j'espère qu'après vous avoir reçu, je ne serai pas amené parce que à moi je suis pire que Dieudonné. Oui. Ah oui, voilà, carrément. oui, voilà, j'imagine. Sur le curseur, vous vous placez encore pire que Dieudonné. Ah bah oui, pourquoi? Parce que moi je suis dans la vérité, lui il est dans le mensonge, donc j'aurai toujours un temps d'avance. Ça, on en reparlera aussi. Donc je termine sur Boulogne pour vous expliquer que vous me demandez où en est l'état médiatique. Je l'ai vu en commençant. J'ai fait mes premières émissions quand j'avais 11 ans, 12 ans. J'ai suivi mon père dans tous les studios. Oui, parce que votre père, évidemment, on rappelle le nom de votre père. Voilà, Marcel Zanini, dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais vous voyez, donc, je connais très bien. J'ai vu il y avait même dans mon âge mûr, on a bien vu, et vous aussi d'ailleurs, il y a c'est même pas une décrépitude, il y a un vide. C'est-à-dire que maintenant, la télévision n'est plus une fenêtre ouverte sur l'extérieur qui reçoit. Il y avait plein d'émissions fantastiques. Moi, j'ai connu Marcel Julien, j'ai connu Bernard Pivot, Jacques Chancel, Bouteiller, toutes ces grandes figures de la télévision d'antan avaient quand même la grande générosité et la grande particularité de recevoir des gens de l'extérieur, de la société extérieure, pour pouvoir faire rentrer ces gens-là dans la télévision. Aujourd'hui, les gens de télé ne font que se recevoir entre eux. Et c'est ce que j'appelle l'indécence, et j'appelle même ça de l'inceste. C'est pourquoi l'inceste est si mal, c'est tellement pointé du doigt sur le plan sexuel dans les affaires qu'on connaît, parce l'inceste est aussi généralisé dans les relations que les gens médiatiques entretiennent entre eux. Là, j'ai vu, c'est pas vieux, c'est il y a 3 jours, dans l'émission de Léa Salamé, elle reçoit qui? Nicolas Demorand. C'est-à-dire le type avec qui elle travaille tous les jours à France Inter, elle le reçoit pour la promo de son livre où il raconte qu'il est bipolaire. Est-ce que ce n'est pas indécent? Vous voyez, et dans les émissions de France 2 ou France 5, on reçoit fréquemment des gens qui travaillent à la télévision. C'est ça qu'il faut savoir. C'est toujours la même chose. Ils s'invitent entre eux. On avait véritablement... C'était vraiment différent du temps de Pivot. Ah ben complètement. Complètement. Mais Pivot, vous connaissez son casting quand même. C'est des trucs incroyables. Il recevait des gens de Solzhenitsyn à qui vous voulez, à d'autres personnalités ou des jeunes, Hervé Guibert ou n'importe qui, François Sagan, Mitterrand. Vous voyez. Donc c'était ouvert sur le monde. Là, c'est maintenant ouvert sur eux-mêmes. C'est ça qui est désastreux. Cette émission de Pivot où il y avait Georges Benamou. On voulait vraiment revenir encore. Un peu pour les jeunes. C'est mon tube, quoi. Vous étiez pris un peu dans la gueule, quoi, à la fin. Oui, mais ça n'a pas été filmé. C'était après l'émission. Très courageusement, il m'a tapé sur l'épaule, je me suis retourné, et là, il m'a frappé, il a fait éclater le second qui se prend un pain, la semaine dernière, c'était Conversano, il s'était pris un pain de Soral. Ça n'a rien à voir. Et vous, c'était Georges Benamou, c'est ça? Ça n'a rien à voir. Il n'était pas très connu à l'époque, il est rentré avec une carte de presse qu'il avait, il avait réussi à s'infiltrer. Bon, ça, c'est le 15 février 1985. Ça fait 40 ans. D'ailleurs, on a fêté, si on peut dire, mes 40 ans d'apostrophe, et j'ai fait un TikTok très long, parce que je suis très présent. Oui, vous êtes maintenant très présent sur les réseaux TikTok. Et là, j'en ai fait un qui était assez développé, de 1h30, que je garde et que je mettrai à disposition de ceux que ça intéresse sur ma plateforme, où on pourra voir tout ça. Et je fais un peu le bilan des 40 ans, et là, je raconte pas mal de choses. Voilà. J'ai vraiment tout dit de cette émission. Parce que, en tout cas, si vous tapez Georges-Marc Benamou sur Internet, le Wikipédia, c'est une de ses premières occurrences. Il est marqué à vie autant que moi, j'ai été marqué.
puisqu'il m'a cassé la gueule, il a été à l'origine d'un décollement de la rétine que j'ai eu des dizaines d'années après, qui a été très nocif. Vous voyez, donc évidemment, à l'époque j'avais 25 ans, puis ce n'était pas mon genre de porter plainte. Mais on s'est revus depuis, hein, il n'y a plus tellement de soucis. C'est intéressant ce que vous dites par rapport, c'est pas votre genre de porter plainte, vous voulez dire que le panache, le courage aujourd'hui, c'est plus de mise, quoi. Ben non, vous voyez bien, tout le monde porte plainte contre tout le monde qui porte plainte contre tout le monde qui porte plainte. Vous voyez, c'est même plus une judiciarisation, là, c'est un portage de plaintisation. Alors on dit souvent quand même, en tout cas Marc-Édouard Nab, vous le rappelez, donc avec une certaine malice, que vous êtes infréquentable, donc même les médias donc les plus libres aujourd'hui, mainstream, mais aussi donc alternatifs, vous évitent. Si je vous reçois, c'est donc que je considère que vous n'êtes pas infréquentable, en tout cas qu'il faut vous donner la possibilité de vous exprimer, qu'on soit ou pas d'accord, hein, puisque ça, encore une fois, c'est terrible qu'on soit obligé de Mais c'est ça la liberté d'expression, non ? Que lorsqu'on reçoit quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on partage ses opinions. Bien sûr, la preuve, moi, par exemple, ici, tous ceux que vous avez reçus, je ne suis absolument pas d'accord. Je suis très hostile même contre la plupart de vos invités, 9 sur 10. Pour moi, c'est pas des monstres, mais c'est ou des abrutis, ou des mecs qui n'ont rien compris, des types qu'il faudrait recadrer. Enfin, vous voyez, donc mais c'est fou parce que des gens mais ça ne me dérange pas du tout. Comme Dieudonné, Alain Soral, que je n'ai pas reçu, mais ces gens-là étaient vos amis à un moment donné. Oui, c'est eux qui m'ont suivi, surtout Soral. Et puis après, il a dévié sur il a fait une espèce d'OPA comme ça sur Dieudonné. Il a phagocyté parce qu'il en avait besoin pour justement s'élever, lui, dans une nouvelle notoriété. Il avait perdu beaucoup de notoriété dans les années 90. Voilà. Enfin, on en reparlera si vous voulez. Et vous étiez dans le coup, c'est ça que vous voulez dire? Oui, bien sûr. C'est bien d'être copain de Marc-Édouard Nab. Oui, surtout à cette époque-là, c'était encore bien sûr. Oui. Mais il faut tout replacer dans les contextes, c'est un peu long, hein, si on veut reprendre toute la chronologie. Ardisson vous invitez beaucoup aussi. Là aussi, alors Ardisson, c'est encore un autre élément. Quel regard vous avez sur l'évolution d'Ardisson? Attendez. Ce que je veux finir, c'est ça. C'est sur le fait de pouvoir parler dans des supports avec lesquels on n'est pas d'accord. Par exemple, je vous donne l'exemple. Vous êtes le deuxième. Le deuxième, attendez, écoutez bien ça. Le deuxième à me donner la parole, on va dire, sur 15 ans. Sur 15 ans, en tout cas une bonne dizaine d'années, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Le premier, c'était Amaury Brelet avec la bénédiction de Geoffroy Lejeune, que je ne connais pas, mais Valeurs Actuelles est venu nous voir, avec ma femme Alexandra à Lausanne. Il est venu nous voir en 2019. Et il a fait une interview fleuve. Parce que vous n'habitez plus à Paris, d'ailleurs, vous allez me dire pourquoi. Et il a fait une interview fleuve qui est passée, qui a fait 120 000 lectures, et qui a été très... où je parle de tout, de MeToo, de Zemmour, et c'était vraiment très complet. Et même moi, je lui avais dit, mais pourquoi vous faites ça? Mais parce qu'ils estiment, c'est ça qui est intéressant. Je reviens sur, vous savez, les accusations de droite, de gauche, des gens de droite qui me prennent pour un mec de gauche et le contraire. Pour Valeurs Actuelles de l'époque, je ne sais pas où ils en sont maintenant, j'étais un écrivain français important, excusez du peu. Mais même si j'attaque la France, même si je vomis sur la France, même si je suis anticolonialiste, même si je ne suis absolument pas conservateur, zémourien, lepéniste, etc., pro-palestinien, tout ce que vous voulez, pour eux, je suis quand même, malgré moi presque, par ma langue, parce que j'écris en français, je suis quand même un écrivain français. Et c'est en tant que tel que Brelet et Geoffroy Lejeune m'ont reçu, ils sont venus me voir et m'ont donné la parole, et à plusieurs reprises. Par exemple, j'ai fait l'année d'après, c'était en 2020, l'année d'après, j'ai fait une énorme interview sur le Covid où je fustigeais plus que ça. J'étais un des premiers à le faire, le professeur Raoult, que vous avez reçu, je crois, aussi, qui pour moi est un criminel, c'est même plus un escroc. Vous voyez, donc, c'est ce que je veux dire, et ça ne m'a pas gêné. À partir du moment où il me laissait parler, et j'ai d'ailleurs commencé mon interview de Valeurs Actuelles en crachant sur Valeurs Actuelles, en disant du mal de ce journal qui pour moi est à dégueuler. Mais j'ai pu le dire. Et même à un moment donné, il y avait certains passages que moi j'estimais un peu litigieux. Donc il n'était pas tant que ça à dégueuler puisqu'il vous permettait de vous exprimer. Mais c'est ça. Non, mais il était à dégueuler pour ce qu'ils promeuvent, eux, comme politique et comme idéologie. Mais dans la logique d'un journal qui se dit libre et qui donne la parole à tout le monde, ils l'ont fait le boulot. Voilà. Et vous êtes le second. Enfin, j'aimerais bien que ce soit le deuxième. Mais disons, pour l'instant, vous êtes le second. J'espère pour vous que je ne serai pas le dernier. Voilà. Si vous êtes le second, vous êtes le dernier. Mais ce n'est pas grave, on finit en beauté ici. Ardisson, un petit mot quand même, parce que c'est vrai que c'est quelqu'un qui vous recevait aussi beaucoup. Alors Ardisson, j'aimais beaucoup Ardisson, et j'aime toujours beaucoup Ardisson. C'est difficile de me faire dire du mal d'Ardisson. Pas seulement, toujours pareil. Moi, je n'essaie pas de vous en faire dire du mal. Je sais bien, mais écoutez bien, comme je dis, triste.
Voilà, mais comme non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est toujours pareil. C'est pas parce qu'il m'a fait du bien ou qu'il m'a donné des possibilités que je vais en dire forcément du bien. Mais aussi, pareil, c'est pas pour ça que je vais en dire du mal. Vous voyez, voilà. Donc lui, sa carrière, ben, elle est faite. C'est un créateur, c'est un novateur, c'est un concepteur. C'est lui qui a inventé tout ça. C'est pas Tadei. Paris dernière, c'est une œuvre d'Ardisson. Et jusqu'au bout, il innove, il invente des trucs. Bon, l'Hôtel du Temps, c'était foiré. Mais l'idée était bonne, mais c'est mal fait. Puis voilà, enfin, il y avait plein de choses à dire. D'ailleurs, j'écrirai un article assez fouillé sur le plan métaphysique, parce que lui a un problème. On est des Capricorniens tous les deux, Thierry et moi. Donc on a vraiment un problème avec le temps qui passe, comment retrouver le temps. Il avait déjà fait le coup. Il avait reçu Baudelaire, à tout le monde en parle. Il avait reçu des auteurs du passé qui faisaient jouer par des acteurs. Donc il travaille ça depuis longtemps. Mais avec moi, impeccable. Et même quand il me tendait des pièges, je peux vous en raconter certains, quand il me tendait des pièges, j'arrivais à m'en sortir. Ah ben c'est par exemple, quand je venais, alors il aime bien les pièges subintrants, c'est-à-dire les uns dans les autres, comme les poupées russes, vous voyez. Donc en 2002, il m'invite en surprise, alors qu'il a sur le plateau Edwy Plenel, pour que lui, Ardisson et moi, nous fassions la leçon à Edwy Plenel, qui était directeur du Monde, sur son boycott. J'étais quand même boycotté dans Le Monde. Je suis d'ailleurs toujours boycotté dans le journal Le Monde depuis 30 ans. Vous voyez. Et donc, il lui fait ça. Et Edwy Plenel était surpris de me voir débarquer sur le plateau. Il ne lui avait pas dit, bien sûr. Donc, Edwy Plenel s'en est pris plein la gueule, on va dire. Et Ardisson était ravi. Mais il aime bien mettre un peu d'huile, et même beaucoup, il arrivait sur un énorme feu. À faire ses rencontres Seulement, ce que je ne savais pas, c'est qu'une fois qu'Edwy Plenel avait eu son compte, et que moi j'étais là, pour justement équilibrer, mais je comprends Ardisson. Là, tout à coup, je vois arriver Elie Barnavi, ambassadeur d'Israël. Et je ne savais pas. Donc j'ai eu la même réaction que Edwy Plenel. Voilà. Seulement, moi, je ne me suis pas laissé faire. L'arroseur arrosé. Voilà. Mais c'est de bonne guerre et c'est très bien. Parce qu'il savait que j'avais la force de pouvoir m'en sortir. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs. D'ailleurs, Bernard Barnavi était assez furieux contre moi. Il a menacé de quitter le plateau quand j'ai traité Ariel Sharon de criminel. Ce qu'il était. Voilà. Ouais, c'est des moments de télévision comme on C'est des moments de télévision. Et j'ai toujours eu de très bonnes relations, vraiment de plein pied avec Ardisson, de discussions franches sur tous les sujets, sans problème. Voilà. Et il m'a jamais... Alors lui, il a même lutté contre Catherine Barma, qui me détestait, qui me déteste encore, qui a tout fait pour productrice voilà, et qui était sa productrice, et qui faisait tout pour me saquer, et surtout ne jamais m'inviter. À un moment donné, quand j'ai sorti Une lueur d'espoir, vous savez, mon livre sur les attentats du 11 septembre, un mois après les attentats, ça a quand même été une grande émission c'est grâce à lui que j'ai fait mon best-seller avec Une lueur d'espoir, 20 000 exemplaires quand même. Et là, elle n'a pas pu, Barma, empêcher Thierry de me recevoir. C'est ce qu'il a fait, et il a fait en grand. Et Laurent Ruquier, qui lui avait succédé, vous invitez pas? Non, Laurent Ruquier, il s'est mal comporté, Laurent Ruquier, parce qu'il a d'abord... vous voulez savoir des choses comme ça vous intéresse, des petites choses qu'il va revenir sur une chaîne dirigée, je crois, par Denis Oliven. Enfin, encore, Denis Oliven. Alors là, Denis Oliven. Mais à la tête de laquelle le groupe CMI, voilà. Voilà. Mais moi, j'ai rien contre Denis Oliven, mais d'ailleurs, je remarque, quand je passe devant le Flore et qui boit un verre en terrasse avec son fils, et quand je passe, Denis Oliven se lève pour me saluer. Et pour me saluer très chaleureusement. Incroyable. Alors, mais oui. Comment vous expliquez ça? Il y a des gens intelligents qui apprécient justement la liberté et le culot et la force d'être en dehors du système. Vous m'aviez dit, parce que cette anecdote, vous me l'aviez racontée en antenne, je crois et vous avez dit aussi que c'était bien de temps en temps d'être blacklisté par Libé, je crois. Oui, c'est ça. Il était avec son fils. Et son fils, il se trouve que je le connais aussi, c'est un avocat, qui était venu me voir dans ma galerie. Vous savez que j'avais tenu une galerie pendant 2 ans, rue Frédéric Sauton, à Saint-Michel. Dans laquelle vous étiez avec Bruno Gassiot, je crois. Ouais, il est passé une fois, oui. Et donc là, cette galerie, beaucoup de gens venaient. Il y avait 40 personnes par jour qui venaient pendant presque 2 ans. Vous voyez, j'exposais mes tableaux, mes manuscrits, je vendais mes livres, j'accueillais un clochard qui s'appelait Darius, qui est mort maintenant. Il y a eu une foule de people, on va dire, et de non-people qui sont venus. Et tout ça a été filmé. Et il y a 500-600 vidéos qui s'appellent Les Éclats de Nab, et qui vont maintenant être encore une fois sur ma plateforme. On va pouvoir à nouveau y avoir accès. Et il y en a des inédits, bien sûr. Et un jour, le fils de Denis Oliven, il est venu parce qu'il s'intéressait à mon écriture. Voilà. Et on a très bien sympathisé. Donc voilà, pour vous dire, vous voyez, c'est pas si simple. Donc, et quand j'ai dit à Denis Oliven, ça serait bien que vous me déboycottez un peu de Libé. Et surtout que Libé, moi j'ai une histoire avec Libé depuis mon adolescence. Et il m'a dit, oh, mais c'est bien aussi d'être, c'est bien. C'est un peu, si vous voyez, c'est le truc, leur argument, c'est de dire, ça fait partie de votre personnage d'être maudit.
Alors c'est très bien. Mais moi, je ne suis pas contre puisque je suis devenu autonome. Et Comment vous l'avez vécu, c'est justement, d'être qualifié d'écrivain maudit? C'est parce qu'à la fois, il y avait des ennemis hostiles qui étaient des boycotteurs. Alors, il y en a encore maintenant. Patrick Cohen, parlons 2 minutes de Patrick Cohen. Quand il a fait sa sortie sur les cerveaux malades, devant Tadei, pour lui reprocher. C'est vous qui étiez visé. Non, on était 4. Il y avait moi, il y avait Dieudonné, Tariq Ramadan et Soral. Voilà. Et comme par hasard, nous 4, on ne nous a plus jamais revus. Vous voyez, c'est donc alors. Et j'avais dit ça à Tadei, qui lui, avec beaucoup de forfanterie et de prétention, disait mais il n'a aucune importance, ce Patrick Cohen, je fais ce que je veux. Ben non, il n'a pas pu faire ce qu'il a voulu. Alors c'est pas Patrick Cohen, il n'y a pas de complot. C'est pas Patrick Cohen qui dit, qui téléphone. Non, c'est pas du tout. C'est comme ça, c'est latent. Il y a quelque chose de naturel qui s'installe et qu'il y a des gens qui sont blacklistés d'une façon naturelle. C'est pas besoin de passer des coups de fil, vous voyez, c'est ça. Censure naturelle. Une censure naturelle en plus qui s'appuie sur une bonne conscience. Pour Patrick Cohen, je suis un type d'extrême droite, un antisémite, un type qui n'a pas le droit à la parole. Il ne faut pas discuter avec ces gens-là. Voilà. C'est ça. Alors que vous ne l'êtes pas. Voilà. Mais alors, si vous reprenez le même schéma sur CNews, c'est la même chose. Je suis un type d'extrême gauche, voilà, qui alors, est attendez, on va les prendre un par un. Et donc, on ne doit pas lui donner la parole. D'extrême droite, vous n'êtes pas d'extrême droite. Je voudrais finir sur tout ça. On va éluder aucune question. Là, c'est intéressant sur le cas de Patrick Cohen. Donc, Patrick Cohen, il se trouve que moi, je suis pas sectaire, comme je vous l'ai dit. À l'époque du Covid, il a été admirable. Il a fait un boulot vraiment de. C'est votre position. Ah, c'est pas ma position, c'est la position médicale et scientifique. Il a été absolument parfait pour justement démasquer les complotistes et ceux qui appelaient les gens à ne pas croire à la dangerosité du Covid. Non, c'est ça que je veux dire. Sur la Syrie, donc en continuant, comme ça fait parler des sujets, vous voyez. Sur la Syrie, non seulement je suis d'accord avec lui, mais il est d'accord avec moi. On est tous les deux, on va dire, il y en a bien d'autres, anti-Bachar depuis le début. On a bien compris à quel point Bachar al-Assad c'est bien mieux. était c'est ça que vous voulez dire. Non, je parle pas de maintenant, je parle de l'époque. L'époque, il y en a bien, y compris toute la bande de Soral et tous les autres, et Dieudonné, qui a remis une médaille, une quenelle d'or à Bachar al-Assad. Il faut être complètement inconscient pour faire ça, c'est de ne rien comprendre à la géopolitique. Bref, donc je veux dire ça. En plus, on m'a dit aussi qu'il était un grand amateur de jazz, soi-disant, Patrick Cohen. Mais tout ça, vous voyez, ça ne l'empêchera pas de ne pas me boycotter ou de ne pas faire tout pour que je ne sois pas reçu. Il me considère quand même comme un cerveau malade. Vous voyez, donc c'est ça qui est. Et pourquoi, d'après vous, je vous dis, pour ces raisons-là, parce que pour eux, c'est binaire. Tout est binaire, tout est bipolaire, comme on dit aujourd'hui. Donc c'est manichéen, c'est le type qui défend en gros Céline ou qui est pro-palestinien, on va dire, il est forcément d'extrême droite. Et donc complotiste. Ben non, là, on ne peut pas dire que je suis complotiste, puisque j'ai fait un livre de 3000 pages contre le complotisme qui est arrivé justement à cause de Thierry Ardisson, qui avait reçu Thierry Messant. Vous le savez ça. C'est à ce moment-là, en 2002, qu'est né le complotisme mondialement. C'est ça qui est fantastique. C'était mondial. C'est pas seulement parisien. Vous rangez de ce côté-là de l'échiquier. Mais il n'y a pas d'échiquier. Moi, je suis pas dans l'échiquier. Pour vous, les complots, ils n'ont jamais existé? Si, celui du 11 septembre. Mais attention, ce n'est pas un complot des Américains. Aussi, bêtise de toute la bande Soralo, dieudoniste et tous ces abrutis qui ont cru que les Américains étaient dans le coup. Mais pas du tout. C'est un complot fomenté par Al-Qaïda et Ben Laden. Et ça a pris plusieurs années pour arriver à le réaliser. Le 11 septembre est l'apogée et l'apothéose d'un mouvement terroriste. Appelons-le terrorisme, ça ne me gêne pas. Un mouvement terroriste, oui, on peut le dire, là. Complètement terroriste et politique, et qui n'est pas religieux. C'est ça qu'on vous fait croire, que Ben Laden, il a fait rentrer les avions dans les tours par religion, pour faire vaincre l'islam. Mais pas du tout. Et c'est ça que j'essaie de leur expliquer pendant des années. Maintenant, ça fait presque 2 décennies. Et je me suis retrouvé tout seul à partir du moment où Soral a lancé une cabale contre moi avec Dieudonné pour me faire taire, parce que je ne marchais pas dans leur combine complotiste. C'est ça qu'il faut savoir. Moi, tant qu'ils étaient contre Israël, j'étais d'accord, évidemment. Puisque bien avant eux, je l'étais. Bien avant eux, j'étais non pas militant, mais j'étais un partisan de la Palestine libre. Mais à partir du moment où ils ont commencé à tricher et à inventer des trucs, des complots, en disant n'importe quoi, que personne n'est allé sur la Lune, que Kennedy a été tué par plusieurs tireurs, que le 11 septembre c'est un coup des Américains, de la CIA, qui s'est servi des Arabes pour faire... Enfin, c'est n'importe quoi. Donc ils sont au courant de rien. Et ils se permettaient de parler et ne pas m'écouter.
sur Auschwitz et la Shoah, combien de fois j'ai dit à Dieudonné, et quand on était proches, je lui ai dit, même que tu fasses venir Forisson sur scène, que tu le fasses venir par provocation, je ne suis pas contre, moi, pourquoi pas. Si tu t'en sers comme un instrument pour provoquer les autres, comme une espèce de fétiche, de fétiche tabou, de bâton merdeux, si vous voulez, qu'on lance comme ça à la tête des bien-pensants, je suis d'accord. Mais à partir du moment où tu crois ce que dit Forisson, que tu es convaincu de ce qu'il dit, par amitié, vous voyez, c'est l'horreur de l'amitié. Par amitié, il croit ce qu'il dit. Mais tu ne peux pas croire ce qu'il dit, c'est faux. Il ne sait rien, il dit n'importe quoi. Tout est faux. J'ai démonté ça dans des pages et des pages et des pages de mes ports. Vous savez, ma saga, donc il y a 2 tomes. Et là, je vais sortir bientôt le 3e. Voilà, bientôt le 3e, et encore 1000 pages qui arrivent. Et donc là, j'ai décortiqué tout ça. Donc c'est pas, on peut très bien faire la part des choses entre la provocation et le fond de ce que dit l'objet de la provocation. Et c'est ça, j'ai essayé de leur expliquer. Et il n'y a rien eu à faire. Pourquoi ? Parce que c'était leur public. Vous lui avez reparlé à Dieudonné ? Non. Non, mais on ne se fréquentait pas non plus. Mais à partir du moment où ils ont pris ces positions, parce que c'est une chose, vous voyez, c'est là encore de la liberté d'expression, c'est encore une fois. On peut donc être dans l'underground, dans la subversion, dans l'infréquentabilité, et être aussi conservateur, aussi ringard, je dirais, et aussi sectaire que les autres qui sont considérés comme vos ennemis. C'est ça. Donc, s'ils s'étaient contentés, Soral et Dieudonné, s'ils s'étaient contentés de me laisser, moi, avoir mon idée, mettons que ce soit une espèce de marotte. Alors, j'ai une marotte, c'est que je crois que le 11 septembre, ça a été fait par Al-Qaïda et par Ben Laden et ses 19 kamikazes. Voilà, je suis un fou. D'accord ? Ben, laissez-moi le dire. Laissez-moi, c'est pas la peine de m'attaquer pour ça. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait, c'est une campagne carrément militaire. Soral a vidé tout mon lectorat, petit à petit, en me chiant dessus toute la journée, et en faisant des vidéos contre moi, en disant n'importe quoi pour que je sois discrédité. Il m'a démonétisé, si vous voulez, auprès de tous les lecteurs que j'avais, pour que je me retrouve tout seul. Et je me suis retrouvé tout seul. Seulement, même moi, quand je suis tout seul, en tant que fils unique, je suis quand même très fort, même seul, et j'ai créé mon propre système. Parce qu'eux, ils n'ont pas créé un système à eux, ils n'ont fait que copier le système des autres. Prenons les quenelles d'or, cette absurdité. Mais c'est quoi ? C'est les Césars. On est d'accord ? Il remet une quenelle d'or à des gens, mais c'est le même truc. Il ne crée rien. Il n'invente rien. Moi, je crée des Nabs News. C'est pas copié sur autre chose. Les éphémérides, c'est pas copié sur autre chose non plus. Les éclats, c'est pas Monsieur Soral sur un canapé rouge qui, tout seul, sans interlocuteur, pendant des heures et des heures, il déblatère ses propos. Personne n'est là pour le contredire. Moi, je me prenais tous les risques. Je laissais la galerie ouverte et puis on filmait ce qui se passait. Mes rencontres, mes dialogues, il y a eu plein de choses complètement différentes à chaque fois. Et on ne coupait rien. Enfin, on faisait un montage pour que ça soit agréable. Vous pourriez débattre avec lui, avec Alain Soral, aujourd'hui ? Mais oui, mais bien sûr, mais ça ne m'intéresse pas. Il est un type tellement faux, tellement un escroc, un gourou. C'est comme le type qui jouait de la flûte et qui emmenait les rats jusqu'à l'abîme là, pour se noyer. Là. C'est la même chose. Ils vont s'en apercevoir un jour seulement. Comme il n'y avait que ça, c'était ça ou TF1 en gros. C'était les bien-pensants et le système mainstream, ou alors Dieudonné et Soral. Il y a une troisième voie, voilà. Et comme j'ai dit souvent, si Dieudonné m'avait écouté moi aujourd'hui, et même il y a déjà un moment, il aurait été le Coluche des Arabes et des Noirs, il aurait été. Et il n'en serait pas là où il est aujourd'hui, dans une petite boîte comme ça sur Internet, à lire son cahier bien rédigé, son cahier Clairefontaine. Mais finalement, est-ce qu'il n'est pas à l'humour ce que vous êtes à la littérature ? Pas du tout. Alors, excusez-moi, je me considère plus élevé que ça. Mais il n'a aucune conviction. C'est comme Tadei dans notre genre. Il n'a aucune conviction. Soral a des convictions. Lui, il a un fond, vraiment. Donc, vous voyez, je peux en dire du bien aussi, d'une certaine façon. Mais c'est un fond qui est dégueulasse. C'est ça, c'est la différence. Et tout ça, ils ont tellement peur de manquer de public. Ils ont peur de ne plus avoir d'audience. Et surtout, ils ont un problème de fric. Ils ont un problème d'argent. Voilà. Donc, ils ont besoin d'être des employés. Et ils ont montré, en faisant croire à leur public qu'ils étaient libres et qu'ils disaient ce qu'ils voulaient sur tous les sujets, que si on gratte un peu, vous le savez très bien, Soral était stipendié par le Front National. Il était payé par le Front National pour abattre les Arabes, pour les faire voter pour Marine Le Pen. On le sait, pour Le Pen. Tout ça a été prouvé. Ça, c'est dans les années 2000-2010, on le sait, ça. Et quand à Dieudonné, c'était Jean-Marie Le Pen, vous le oui, dites. Jean-Marie Le Pen, bien sûr. Mais après, ça a été Marine aussi qui a pris la succession dans le pouvoir. Et puis, c'est Jean-Marie Le Pen qui a viré Soral.
il n'est pas con, Jean-Marie Le Pen. D'ailleurs, il admirait beaucoup un livre de moi qui s'appelle L'Enculé sur Dominique Strauss-Kahn, que j'ai publié en toute liberté. Soral ne publiait pas ses livres chez lui. Il faisait publier les autres, mais lui, il publiait chez un éditeur normal, un éditeur officiel. Hein, qui était je ne sais plus comment ça s'appelait. Voilà. Et donc, pareil, donc ils sont des employés, ils sont des esclaves. Dieudonné, il prenait son argent de l'Iran pour faire sa liste antisioniste, qui était une vaste escroquerie aussi. Tout ça, je raconte précisément tous ces épisodes dans ma saga Les Porcs 1 et Les Porcs 2. Et voilà. Il y aura un troisième. Voilà, mais ces 2 premiers, il faut se les avaler. C'est 1000 pages où tout est exact. Vous voyez, et là ça a été très très mal vu, très mal reçu. Mais heureusement, il y a beaucoup de lecteurs qui ont été éclairés sur cette époque et ont fini par non seulement me donner raison, mais savoir que je disais la vérité et que j'étais tout seul contre eux, qui étaient juste des types qui prenaient de l'argent où ils pouvaient. Encore une fois, des mercenaires. Donc, j'appelle pas ça des gens de conviction. Et aujourd'hui, vous les voyez, ils ont des problèmes avec la justice. D'accord, ils ont un bracelet électronique. Alors, l'un, il a un bracelet électronique. Vous savez, il y en a d'autres. Hein. Je sais. Soral a un bracelet électronique, vous le savez ça. Il a un bracelet électronique parce qu'il a insulté une journaliste lesbienne en Suisse. C'est-à-dire qu'il est allé en Suisse, après moi d'ailleurs, comme par hasard. Ouais, parce que vous allez nous dire pourquoi aussi. Il est allé en Suisse pour justement échapper à la justice. Et il arrive en Suisse, il se fait gauler, et il tombe et il est obligé de porter un bracelet électronique. C'est pas très glorieux comme chevalier de l'anti-israélisme, de la lutte, de la cause contre le système, etc. Quant à Dieudonné, son bracelet électronique, pourquoi il l'a? Il l'a parce qu'il a fraudé le fisc. Il a piqué 27 000 € au fisc. C'est glorieux, ça? C'est ça, des grands combattants? C'est ça, Gramsci? On est loin de Gramsci, vous voyez? Donc voilà, moi j'espère que si un jour je vais en prison, ce ne sera pas pour des peccadilles comme ça, au moins que j'y aille pour mes idées, pas pour avoir essayé de truander le système. Ils ne font que copier le système qu'ils envient. Pardon, mais ça. Sur justement la parce condamnation d'Alain Soral, ce sont des ploucs à la base. Pareil, loin de moi la volonté d'être son avocat, mais enfin, vous ne pouvez pas me dire que vous ne condamnez pas la condamnation d'Alain Soral pour des propos quand même. Quels propos? Oui, mais bien sur sûr. Cette journaliste, mais oui, bien sûr, évidemment. Vous avez raison de le préciser. Moi, je suis contre ces condamnations, mais évidemment. Vous êtes de son côté, là. Mais je suis de son côté, mais pas dans cette affaire-là. Je suis dans son côté, mais pour tout ce qu'il a fait dans sa soi-disant carrière, d'une manière générale, c'est pas très glorieux pour lui. Je veux dire, c'est ça que je veux dire. De lui-même, il le sait d'ailleurs quand même. Il est assez intelligent pour le savoir, bien sûr. Mais c'est une escroquerie aussi. C'est que des escrocs. Les escrocs les uns avec les autres. Ils ont manipulé des centaines de milliers, des fois des millions de jeunes gens, des moins jeunes, qui ont cru à leur faribole, qui croyaient à ça. Et c'est ça qui est grave. Quand il y avait un attentat à Boston, par exemple, il y a des types en sang et il manquait des membres à cause d'une bombe, lui, Soral, il affirmait que c'était des handicapés qui étaient déjà amputés avec du faux sang qui se roulaient par terre de fausses douleurs pour faire croire que c'était des terroristes alors que c'était l'État. C'est une vieille rengaine. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a un truc, c'est qu'on peut dire que c'est un fond gauchiste, tout ça. C'est ça qui est curieux. Eux, ils ont été accusés d'extrême droite. Pour les Patrick Cohen, tout ça, c'est des gens d'extrême droite. Okay. Ils ne comprennent rien. Et d'ailleurs, les gens d'extrême droite aussi, enfin ceux qu'on dit d'extrême droite, on va en parler, j'espère, de CNews et de Pascal Praud, ils croient que ça vient de la droite, ça. Mais pas du tout. Ce fond complotiste vient de la gauche. Ça vient c'est très fondé. C'est fondé à gauche. De croire que c'est l'État. On l'a vu avec les affaires Aldo Moro, par exemple, en Italie, de croire que c'est l'État qui fomente des attentats et qui prend des espèces d'hommes de paille ou des pantins à qui ils font faire le sale boulot qu'eux n'osent pas faire pour déstabiliser les contre-pouvoirs. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose de très gauchiste. C'est ça. Et c'est faux. Bien sûr, demandez à Carlos, que je connais, le terroriste Carlos, qui est en prison et que je peux considérer comme un ami, avec qui je corresponds. C'est vrai que vous allez choquer en disant ça aussi. Je sais bien, mais j'étais à son procès, j'étais dessinateur d'audience grâce à sa femme, Isabelle Cottempère, qui est morte, qui était ma grande amie aussi, qui m'a beaucoup soutenu, avec qui j'étais très complice. Ça a été un tel choc que j'étais sidéré, moi, avec de la mort d'Isabelle. Et il faut d'ailleurs que j'écrive à Carlos. Oui, je connais très bien toute l'histoire de Carlos depuis longtemps, même avant que je le connaisse personnellement. Il a écrit dans mon journal qui s'appelait La Vérité, que j'ai publié 4 numéros dans les années 2003. Journal sur papier, avec un seul illustrateur, Philippe Guillemin, un ancien d'Harakiri, et puis Soral lui-même a écrit dans Ma Vérité. Vous voyez, et Carlos avait un billet chaque mois et il a raconté des trucs extraordinaires que personne ne savait sur l'Irak, sur Chirac, sur la Palestine, sur l'Iran. Enfin, tu vois, c'était vraiment très, très intéressant. Et lui-même,
Lui, alors, il n'est pas du tout complotiste. Et pourtant, ils ont essayé de les récupérer. Dieudonné, Soral ont essayé de récupérer Carlos dans leur camp de complotistes, mais pas du tout. Il y a deux choses différentes. On peut être anti-israélien, pro-palestinien, anti-sioniste forcené, comme je le suis moi-même, sans être obligé de tomber dans le complot. Mais pas antisémite. Mais ça ne sert à rien d'être antisémite. Tout le monde est antisémite aujourd'hui. Vous avez vu? Alors c'est Émeric Caron, il est antisémite. D'ailleurs, il ne veut pas me voir, il veut pas assister à mon exposition de Gaza parce qu'il dit que je suis antisémite. Alors que lui, toute la journée, on lui chie dessus en tant qu'antisémite. Mélenchon est antisémite. Qui encore est antisémite? Blanche Gardin. Blanche Gardin est antisémite aujourd'hui. Vous avez vu? Dominique de Villepin, antisémite. Voilà, donc je ne suis plus très seul dans ce genre d'accusations fallacieuses. Le mieux, c'est Kouchner. Vous avez vu, Bernard Kouchner qui a été accusé d'être antisémite. Parce qu'il a dit dans une émission, je ne sais pas si vous l'avez vu ça, vous savez ça. Donc il a dit que comment ne pas être antisémite? Alors, il s'exprimait mal, on va dire. Mais je comprends ce qu'il veut dire. Maladroitement. Et en plus, il est juif. Pourquoi il a dit ça? Comment ne pas être antisémite, il disait. Ce qui est énorme de sa part. Quand on voit ce qui se passe à Gaza, c'est ça qu'il voulait dire. C'est-à-dire qu'on est obligé, en voyant les horreurs, c'est au-delà des horreurs. C'est-à-dire c'est inadmissible que ceux qui peuvent prendre connaissance des images et de ce qui se passe à Gaza depuis 1 an et demi n'en ont rien fait, n'en ont pas parlé. Ça, c'est pas possible. Et quand on voit ça, et qu'on voit certains juifs intellectuels garder le silence, ou au contraire trouver toutes les excuses à Netanyahou en disant qu'Israël doit se défendre, c'est absolument normal quand on est censé, comme Kouchner, de trouver que c'est presque normal d'avoir des crises comme ça d'antisémitisme ou d'antisionisme, puisque pour eux aujourd'hui c'est pareil, pour le mainstream, quand on assiste à des choses aussi dramatiques et tragiques que ça. On va reparler de Gaza dans un instant. J'aimerais juste revenir encore un petit peu à vous, Marc-Édouard Nab. Ce rôle d'écrivain maudit qu'on vous a accolé, en tout cas collé dessus, est-ce que vous n'en avez pas surjoué à un moment donné? Moi, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps puisque j'ai été immédiatement blacklisté, toujours boycotté. Bernard-Henri Lévy, à la sortie de mon apostrophe, après que son sbire Benamou m'ait cassé la gueule, il a dit, si on entend encore parler de ce jeune homme et de son livre, là encore de la semaine, vraiment il aura de la chance. On va tout faire pour le laminer. Voilà, vous voyez, je suis encore là. Donc. Et encore, c'est pas le pire, Bernard Lévy, parce que je sais de l'estime d'une certaine façon dans laquelle il me tient. Et sa fille aussi, d'ailleurs, et son gendre aussi. Vous voyez, donc c'est plus compliqué que ça, tout ça. Vous voyez, c'est pas si simple. Avec Kouchner, j'avais fait une très bonne émission, on s'était bien entendu sur le Liban, par exemple. Vous voyez, donc la différence avec les autres, c'est que moi, je suis au courant des choses. C'est ça l'histoire. C'est que je connais tout ça. J'ai travaillé et j'ai eu beaucoup de sources, des sources très pointues que personne ne connaît, et dans les milieux arabes aussi. On va reparler de Gaza. J'aimerais revenir justement à votre position d'écrivain qualifié de maudit. D'abord, tout à l'heure, vous avez dit en effet que vous étiez parti en Suisse. Pourquoi vous êtes parti en Suisse, Marc-Édouard Nab? Pour plusieurs raisons. D'abord, pour le temps, une désapprobation totale de l'arrivée de Macron. J'ai senti très vite que c'était le pire des présidents. Donc, il fallait partir de France. Moi, j'aimerais d'ailleurs changer de nationalité. Alors, pas suisse, parce que j'en suis revenu des Suisses. On a beaucoup souffert. 5 ans en Suisse, c'est horrible. La mentalité suisse est absolument dégueulasse. Et puis, ce que je voulais faire, c'est aussi protéger un peu ma société. La France, ça vous manque pas quand même au quotidien? Pas du tout. Quand je viens, vous voyez tout ce qui se passe. Je viens quelques jours et qu'est-ce qui se passe? Je rencontre Éric Morillo à la sortie de chez LIP et 3 jours après, on fait l'émission. Ça y est, on est foutu. Et je suis tellement content de vous retrouver. Non. Et puis, vous inquiétez pas, quand je suis à Paris, je suis à Paris pour quelques jours, très peu, mais je fais beaucoup de choses. Et je vois beaucoup de gens et j'avance beaucoup dans tous les domaines. Donc, la Suisse, d'abord, mon assistant, j'ai un assistant qui travaille en Suisse et je voulais me rapprocher de lui pour justement qu'on travaille sur les ports, qui est un gros boulot de documentation. C'est pas pour des raisons fiscales, au hasard? Non, c'est pas fiscal, en tout cas, oui, d'une certaine façon, si vous voulez. Pas fiscal, moi, j'ai pas de biens, j'ai rien, mais ce que je veux dire, c'est que ma société en France était harcelé par les procès, par les diffamations, injures. Oui, moins que lui. Oui, alors je reconnais, vous voyez, je suis très honnête. Dieudonné et Soral ont beaucoup plus de problèmes juridiques, judiciaires que moi. Il n'y a pas de problème. Enfin, le peu que j'avais. Ça, c'était avant cette émission. Oui, voilà, c'est ça. Ça quand même, ça coûte cher et c'est surtout injuste, évidemment. Et puis, j'ai préféré refonder une nouvelle société puisque je suis à mon compte. Donc c'est moi qui produis une société, une micro-société si vous voulez, qui produit mes tableaux, mes magazines, mes livres, mes revues, mes gazettes, etc. Donc tout ça. Donc il fallait mieux être installé que cette société soit suisse. Maintenant elle est suisse. Donc si on veut me faire des procès, il faut quand même passer par la Suisse.
Et ce n'est pas si simple. Hein. Il y a 5 à 10 000 euros à payer avant pour arriver à atteindre la personne qu'on veut punir en Suisse. Vous voyez, sauf si on vit en Suisse, comme Soral, et qu'on a la bêtise d'insulter une journaliste qui n'a aucun intérêt. Qu'est-ce que tu vas nous emmerder à dégommer une journaliste qui en soi ne mérite pas d'être insultée, on va dire. Vous voyez, c'est pas la peine de se mettre dans un merdier comme ça pour ça. Voilà. Donc, la Suisse, c'était pour cette raison-là. Comme ça, j'ai ma société qui s'appelle MEN Production, où tout est centralisé dans cette société. Évidemment, c'est beaucoup plus humain, on va dire, comme taxation, puisque vous savez qu'en Suisse, c'est 4% d'impôts sur les entreprises. C'est quand même beaucoup mieux qu'en France, où c'est 25%, je sais pas, c'est colossal. C'est colossal. Donc, ce n'est pas encourageant pour avoir... Alors, c'est là où est l'escroquerie du capitalisme libéral autoritaire. C'est qu'on vous fait croire qu'on vous encourage pour avoir vous-même votre autonomie, mais dès que vous avez l'autonomie, paf, et l'URSSAF, et il y avait un truc à l'époque dégueulasse qui s'appelait le RSI. Il m'avait piqué près 40% de mes gains sur mes tableaux. Alors c'était vraiment... Donc il fallait vraiment partir. Et puis j'en avais marre d'être toujours au milieu de ce pari et tout ça. Et surtout qu'il était complètement mort, sinon détruit. Vous avez vu, c'est des tranchées de 14. Et Hidalgo, c'est carrément le... Tout à fait d'accord. C'est le maréchal Foch, c'est Clémenceau. On revient à votre parcours parce que c'est assez exceptionnel quand même. C'est vrai, Marc-Édouard Nab, vous avez fait partie de la sélection finale du prix Renaudot. C'était en 2010 avec L'homme qui arrêta d'écrire, un roman donc auto-édité, une première d'ailleurs dans l'histoire du prix. Est-ce que cette reconnaissance, à un moment donné, elle a été pour vous une victoire quand même symbolique? Non, ça a été un échec puisque je l'ai raté, le prix. Oui, mais bon, vous aviez été quand même à Oui, tout mais près. enfin, moi, ça ne me suffit pas. Moi, c'est comme les passes décisives en foot, vous voyez, il faut marquer le but. Donc, Coubertin, non. Voilà, non, pas du tout. Coubertin, non. C'est ça, c'est le geste qui compte. Non, alors là, c'est toute une histoire, ça. Alors, d'abord, il faut savoir que j'étais aux éditions du Rocher. C'était Polydor, le numéro 2, je me suis autant pour moi. De quoi? Qui était toujours numéro 2. Ah oui, ça, mais là, j'étais pardon. pas le numéro 2, puisqu'il n'y avait pas de numéro 1, numéro 2. Oui, enfin bon, vous n'étiez pas le vainqueur, quoi. Non, mais Coubertin, c'est autre chose. C'est le geste qui compte, voilà, le panache. Le geste, et puis moi, ça ne m'intéresse pas, le panache. Polydor qui était souvent le panache gelé, j'ai pas besoin pas le premier, mais qui était... j'ai pas besoin de rivaliser ou de concourir avec les autres. Pour moi, le geste ne compte pas. C'est l'acte qui compte. Comment est-ce que vous vous qualifiez tout Et à la l'heure? parole. Vous avez dit que vous n'étiez pas... est-ce que vous n'étiez pas? Mais qu'est-ce que vous êtes? D'extrême droite, vous ne l'êtes pas? Non, mais on ne parlait pas de l'homme qui arrête à d'écrire? Oui, alors j'étais, mais je voyais que vous partiez sur... Non, je ne pars sur rien. Non, je continue. Je vous raconte un peu l'histoire de l'homme qui arrête à d'écrire. Ça vaut la peine, peut-être, hein, si ça intéresse. Donc, j'ai été aux éditions du Rocher. Alors là, dans une liberté totale, avec un éditeur, Jean-Paul Bertrand, qui a fini par mourir, mais qui était vraiment un véritable éditeur. Qu'est-ce que c'est un véritable éditeur? C'est quelqu'un qui publie ce que l'auteur veut publier. Ce n'est pas ce que lui, l'éditeur, veut qu'il publie. Ah, ça, c'est les petites l'éditeur nuances. veut publier ce que le public, d'après lui, veut Non, il n'y lire. a pas de public. Le public, il suit. Le public, il suffit de lui donner de la qualité et des choses intéressantes ou pleines de force ou de subversion. Et puis, une partie de public va suivre. Et l'autre ne mérite pas de suivre, qui crève, comme aurait dit mon cher professeur Choron. Vous voyez, c'est pas grave. Donc, j'étais aux éditions du Rocher pendant une quinzaine d'années. J'ai pu écrire des livres incroyables en liberté totale. Mon journal intime, 4 tomes, Une lueur d'espoir justement sur Ben Laden, Rideau sur les médias, enfin plein de choses. Vous avez été édité aussi chez Gallimard. Voilà, en même temps, en parallèle, je publiais un peu chez Gallimard aussi, un livre sur Lucette Détouche, la femme de Céline, que j'ai bien connue. Et puis ensuite, j'ai été viré du Rocher parce que justement, je coûtais un peu cher. Quand l'éditeur est parti, ses repreneurs en ont profité pour me virer. 2005. Bon, ça arrive. Seulement, j'avais le choix à ce moment-là de chercher un autre éditeur et je n'en ai pas trouvé. Aucun éditeur n'était d'accord pour me donner la parole pour que je puisse publier mes livres. Et je n'avais à l'époque que 45 ans. Vous voyez, voilà, maintenant je suis un vieillard de 66. Mais vous voyez, c'est ça le problème. Donc, j'avais 2 solutions. Ou j'arrêtais d'écrire, ou je faisais semblant d'arrêter d'écrire. Vous avez fait le concept de l'anti. Où je faisais semblant d'arrêter d'écrire et j'écrivais un livre qui s'appelle L'homme qui arrêta d'écrire. Vous voyez, une espèce de mise en abîme. Et j'ai choisi la 3e solution. Avec la complicité de ma femme de l'époque, Audrey Vernon, nous avons construit l'anti-édition, ce que j'appelle, c'est-à-dire c'est pas l'auto-édition, c'est de l'anti-édition, c'est offensif, c'est contre l'édition. Il n'y a pas de nom d'édition, c'est pas les éditions Marc-Édouard Nab, c'est l'anti-édition, avec des livres, vous les avez vus, des livres... Superbe d'ailleurs. Voilà, des blocs noirs comme ça, cousus sur papier Munken, très, très luxueux, qui coûtent cher. Chaque tome des ports, c'est 35 000 €. Il faut les sortir, il n'y a pas de souscription.
avec moi. Donc il faut vendre des tableaux. Il faut que je vende des tableaux, beaucoup de tableaux, pour pouvoir payer l'impression de mes livres. Vous voyez. Donc, et j'ai fait ça, et je disais à tout le monde que j'avais arrêté d'écrire. Et ça m'a servi comme matière dans le livre. Je raconte les réactions des gens quand je disais que j'avais arrêté d'écrire. Voilà. Et ça fait 700 pages d'un type qui a arrêté d'écrire, mais qui continue à écrire. Mais c'était assez compliqué sur le plan technique romanesque, on en parlera une autre fois. Eh bien, le croyez-vous ou non, tout le monde m'a cru. Et même, c'est tout à fait accommodé du fait, c'est enfin un soulagement, que je n'écrivais pas et que je n'écrivais plus. Un seul ne m'a pas cru. Et on en a parlé déjà ensemble, c'est Guillaume Durand. Et donc c'est pour ça que je lui tire mon chapeau. Pendant les 5 ans où je faisais semblant d'avoir arrêté d'écrire, le seul qui ne m'a pas cru, c'est Guillaume Durand. Il m'a dit « Non, je ne te crois pas. Tu bidonnes, tu mens, c'est pas vrai. Tu ne peux pas avoir arrêté d'écrire, pas toi. » Et il avait raison. Et donc, au bout de 5 ans, j'ai sorti un livre en 2010 qui s'appelle « L'homme qui arrête d'écrire », en auto-édition. Et là, j'ai senti, curieusement, un grand respect de la part des autres éditeurs traditionnels. Je me rappelle encore, j'avais croisé, je ne sais plus qui, M. Nora ou M. Orban, qui me saluait. Ouais. Il me saluait dans la rue parce que j'avais fait le coup tout seul, sans personne, avec sans pub, juste avec une plateforme. Et on a vendu les 1000 premiers exemplaires à l'annonce d'un article dans l'Express signé de Jérôme Dupuis. Ça a été 8000 exemplaires qui sont partis. Et je touche encore chaque fois à peu près 70 ou 80% de chaque exemplaire. Là, j'ai cassé le système. Disrupté le exactement, système. Qui a été inventé. Ça n'existe pas depuis l'éternité, depuis l'Antiquité. Pour piller les. Exactement. C'est M. Gallimard, Gaston Gallimard, qui a inventé ça en 1911. Les 10% à donner à l'auteur. En attendant, pendant ce temps, l'éditeur se remplissait les poches. C'est inadmissible. Avant le XXe siècle, c'était 50-50. Quand M. Lacroix, qui est libraire, imprimeur, éditeur, va à Guernesey voir Victor Hugo pour négocier, pour dealer Les Misérables, il lui dit, qu'est-ce qu'on fait? On fait 50-50. Et Victor Hugo dit d'accord. Évidemment, c'est tout à fait, c'est honnête. L'autre s'occupe de tout. Il diffuse le livre, il imprime, il fait, voilà, 50-50, ça va. C'est pas possible. 10%, maintenant c'est 8%. Ils acceptent tout ça, les esclaves des lettres aujourd'hui. Oh, je ne pense pas que pour Musa ou Marc Lévy, je ne pense pas si. que ce soit... Ben c'est pareil, simplement il gagne beaucoup parce qu'il vend beaucoup d'exemplaires. Marc Lévy, je ne pense pas qu'il ait beaucoup plus que 10%. Peut-être 15% si tout va bien. Non, ça ne vaut pas le coup. Musso, pardon. Musso, il y a Musso et Marc Lévy. Ouais. Mais vous voyez, donc ça, c'est pas valable, ça. Donc j'ai sorti ce livre qui s'appelait L'homme qui arrête d'écrire. Là, il y a eu quand même pas mal de succès. Et heureusement qu'il a été sur la liste de Renaudot parce qu'en effet, ça m'en a fait vendre beaucoup plus. Mais au dernier moment, il y a quelqu'un qui n'a pas voté pour moi le dernier tour et donc je l'ai raté. Voilà. C'est Virginie Despentes qui l'a eu, qui d'ailleurs le sait très bien et que j'ai retrouvé un jour à Lausanne où nous sommes allés la voir. Elle était en concert avec Béatrice Dalle. Et elle m'a très bien accueilli et elle sait très bien qu'elle me doit son prix Renaudot parce qu'ils lui ont donné à elle pour me punir. Vous croyez que ça aurait changé la donne sur votre Ah oui, complètement. Parcours. Ah oui, complètement. Ça c'est mon fils, moi-même, mon fils me l'a dit. Si j'avais eu en 2010 le Renaudot, et c'était très bon à la fois pour moi, bien sûr, mais c'était aussi bon pour le Renaudot parce que ça montrait qu'ils n'étaient pas achetés, ils n'étaient pas corrompus. Puisque moi, je n'allais pas donner une enveloppe de fric sous la table pour avoir le prix. Vous voulez dire qu'il y a des enveloppes qui passent pour mais il n'y a que ça. Et c'est les éditeurs. Les éditeurs achètent les jurés les uns après les autres, par des avantages, par des avaloirs, par des contrats. Bien sûr, ça ne se fait pas comme ça. Donc ce milieu, il est aussi corrompu. Ah ben vous ne savez pas ça. Oh, vous faites le naïf, Eric, vous faites le naïf. Non. C'est très, très corrompu. Et donc là, ils avaient la chance, avec Gisbert, me l'avait dit. J'avais avec moi Gisbert, Leclésio, Besson. Ils auraient eu l'occasion, en me donnant à moi le Renaudot avec un type qui était anti-édité, de montrer qu'ils n'étaient pas corrompus. Mais ils ont loupé l'occasion. Et moi aussi, parce que j'aurais gagné. Le calcul, il est très simple, il est économique. Moi, j'aime bien parler d'argent, comme d'ailleurs, vous savez, depuis Michel-Ange jusqu'à Arthur Rimbaud, tous les artistes parlent d'argent, hein, quel que soit leur niveau. Eh bien, il faut savoir que c'est comme ça que ça s'est fait. C'est-à-dire que si je gagnais 20 € par exemplaire, ou 25 € par exemplaire, oui, il était à 28 € l'homme qui arrête d'écrire. Donc je gagnais plus de 20 € par exemplaire. Donc faites le calcul, si j'en avais vendu 100 000 grâce au prix Renaudot, j'avais 2 millions d'euros. Alors ça change tout. Incroyable. Alors ils n'allaient pas quand même donner 2 millions d'euros à un type comme moi, qui était déjà maudit et qui revient avec un livre original qu'il édite lui-même, et on va lui donner 2 millions d'euros. Ça va, ils sont quand même pas si fous que ça. Donc hop, chez Grasset. Grasset aujourd'hui récupéré par Bolloré. Le groupe, groupe Hachette, c'est ça? Horrible. Bon, on va en parler aussi
de CNews, vous le disiez, de Pascal Praud, de Vincent Bolloré. Je reviens à ma question, parce que d'habitude, on dit que c'est vrai, de temps en temps, je peux couper la parole, mais c'est vrai qu'avec des gens comme vous, c'est parfois aussi compliqué. Je vous laisse parler. Comment est-ce que aujourd'hui vous qualifiez Marc-Édouard Nab? Vous disiez ce que vous n'étiez pas. Qu'est-ce que vous êtes? Moi, j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes un écrivain d'extrême droite? Mais non, bien sûr que non. D'ailleurs, j'avais une amie à Aix, en Provence, qui avait été voir une conférence de Marine Le Pen. Elle lui a posé la question dans la salle. Est-ce que Marc-Édouard Nab était extrême droite? Elle a dit non. Donc il faut quand même croire Marine Le Pen, elle sait de quoi elle parle. Elle vous connaît, Marine Le Pen? Ben oui, bien sûr. Il avait envoyé son secrétaire dans ma galerie pour avoir les numéros de Patience. Les Patience sur Charlie Hebdo, tout ça. Alors, Patience, on rappelle ce que c'est, pour les gens qui nous regardent, c'est... Dites-nous. Ben oui, c'est une revue dont j'ai fait 4 numéros, c'est une revue sur papier assez épaisse qui fouille des questions d'actualité. Il y a 4 numéros qui ont été assez scandaleux. Et le dernier, ça s'appelle Pornab, et c'est à ça que je voulais venir. Une sélection de photos, de 150 photos qu'on a fait avec Alexandra en se photographiant nous-mêmes par selfie, qui sont extrêmement porno. Et j'ai voulu faire ça. D'abord, il fallait trouver une femme qui soit assez intelligente et belle pour accepter. Ouais. C'est le cas. Et puis, j'ai pas fait ça quand j'avais 25 ans. J'ai fait ça, c'est là où est mon panache, Coubertin. Ou l'indécence. Non, je l'ai fait quand j'avais 60 ans. Pardon. Vous voyez à quel point je ne suis pas prétentieux. Donc, je me fais ardeur à l'âge de 60 ans. C'est tout à fait moi. Mais c'est pas indécent si je vous remets le Non, c'est pas ça l'indécence. Non, ça c'est la pornographie. Mais la pornographie, je la défends, moi, parce qu'aujourd'hui, elle est très mal vue à cause de MeToo. MeToo, vous défendez la pornographie, oui. Bien sûr, la pornographie a toujours existé. Alors il ne faut pas lire le Marquis de Sade. Le Marquis de Sade, puis toutes les photos qu'il y a eu, tous les tableaux, tous les films, tout l'Empire des Sens, ou ce que vous voulez. Non, la pornographie devrait être revalorisée aujourd'hui, mais les gens en ont peur à cause de MeToo, puisque il y a une telle propagande antisexuelle. MeToo est une propagande contre le sexe, et même contre les femmes, je dirais. Enfin ça, j'en ai déjà beaucoup parlé. Et dans l'éditorial du Patience 4, qui s'appelle Pornab, il y a un texte très fouillé, très complet, où je reprends des propos d'Alexandra qui pose dans le numéro, et où j'explique à quel point c'est encore une arnaque, MeToo. Mais là, je développerai ça dans un prochain numéro. J'ai beaucoup de choses à dire encore sur MeToo. C'est vrai que vous êtes une personnalité vraiment singulière dans ce milieu littéraire et pas que. En cela, j'ai envie de dire, vous me faites aussi un peu penser, c'est plutôt un compliment évidemment que je vous porte, à Michel Houellebecq quand même. Enfin, est-ce que vous avez, vous voyez des traits communs avec lui? Alors, c'est marrant, je pensais à ça l'autre fois. Houellebecq, j'en ai tellement parlé, mais on peut en dire quelques mots. Vous savez qu'il y a eu cette commission d'enquête dirigée par Sandrine Rousseau, où elle a pris toutes les disciplines, les unes après les autres, et pour faire cracher, et surtout à des hommes aussi, leur culpabilité parce qu'ils se sont mal comportés avec les femmes. Alors ils sont tous venus, la télévision, les animateurs, les producteurs, les gens de cinéma, les programmateurs de la cinémathèque, les acteurs, vous voyez, et tout ça avec des témoignages très poignants, très émouvants de jeunes actrices, ou quand je dis jeunes, c'est ironique bien sûr, c'est surtout des vieilles peaux d'actrices sur le retour, très aigries, et qui viennent crachoter sur les hommes qu'elles ont connus, qu'elles ont adorés, qui les ont adulés, et maintenant elles se retournent contre elles. Bref, remarquez qu'il y a une seule discipline qui n'a pas été entendue par ces espèces de professeurs de morale, c'est la littérature. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver des écrivains qui seraient considérés comme misogynes, il doit y en avoir, et bien sûr, et qui devraient être interrogés par cette commission. Et je pensais à Michel et à moi. On aurait pu, encore une fois, être associés, parce que lui, dans ses livres, il y a quand même pas mal de scènes qui sont des scènes pornographiques et même assez dénigrantes sur les femmes, on va dire, sur certaines femmes. Et moi, pareil, dans tout ce que j'ai pu écrire, je ne me rappelle même plus, mais il y a certainement beaucoup de choses. Et donc, ça nous aurait beaucoup amusé, je trouve, de nous voir tous les deux face à Sandrine Rousseau et à son assistant, là, Erwan quelque chose, et qui est en train de nous interroger sur l'ignominie de ce qu'on peut écrire. Donc, c'est intéressant parce que c'est une preuve de la puissance et de l'écriture elle-même. C'est-à-dire qu'on n'est plus justement au temps du Marquis de Sade où on enfermait le Marquis de Sade pour ses écrits. Et là, on est dans un contexte où l'écrit ne peut pas être accusé au même titre que l'image, vous voyez, ou que la réputation que les gens ont dans le spectacle, c'est-à-dire le théâtre, le cinéma, la télévision et tout ça. Vous citez souvent Marc-Édouard Nab comme référence des écrivains de droite, donc on le disait, Céline Bernanos et d'autres. Les écrivains de droite, est-ce qu'ils sont meilleurs que les écrivains de gauche? Et si oui, pourquoi? Oui, oui, c'est une bonne question. Oui. Ben oui, ils sont meilleurs. Ah oui.
Ils sont meilleurs parce qu'ils ne sont pas dans la fausseté du fantasme de vouloir que le monde change avec par une espèce d'humanisme factice. C'est ça. C'est une fausse générosité. Attention, il y en a, hein, parce que j'ai fait une exposition d'écrivains de droite. Que vous savez, j'ai fait une exposition d'une centaine de portraits de Paul Morand, de Léoto, de Bernanos, de Chesterton, de Drieux-La Rochelle, tout ça. Mais je pourrais en faire aussi une d'écrivains de gauche, mais il y en a beaucoup moins. Ils sont plus réalistes, je dirais. Les écrivains de droite, les grands écrivains de droite, bien sûr, hein, pas les écrivains de droite d'aujourd'hui, qui sont bassement racistes au premier degré, qui sont des beaufs, ceux qu'on voit promus sans arrêt sur CNews, par exemple. Ouais, c'est idéologique. Donc, mais il y a des grands écrivains de gauche. Vous n'êtes jamais invité, c'est pour ça. Est-ce que Victor Hugo est un écrivain de gauche? Oui, oui et non. Jean Genet est un écrivain de gauche. Jules Vallès, Élie Faure. Moi, j'adore Henri Barbus, par exemple, qui est un communiste carrément. Et pour moi, c'est un de mes maîtres. Vous voyez, donc c'est plus ambigu que ça. Et quand il y a une part d'anarchie dans l'écrivain de gauche, il m'intéresse, mais il y a souvent beaucoup plus d'anarchie chez certains écrivains de droite. Quand je parle d'écrivains de droite, les grands, évidemment, bien sûr. Internet, quand même, ça n'a pas permis, je reviens à ce qu'on disait juste avant, on va dire cette libération de la parole, quand même, malgré tout, puisque aujourd'hui, vous devez votre salut à Internet, finalement. Bien sûr, mais il faut savoir l'utiliser. Il ne faut pas sombrer dans les travers du n'importe quoi et de la vulgarité, de la facilité, de la bassesse et tout ça, bien sûr. Moi, c'est pour ça, en ce sens, je suis très muskien. C'est-à-dire que je trouve que c'est très bien que Musk, il a libéré Twitter. Il faudrait qu'il s'occupe de TikTok aussi pour qu'on n'ait plus aucune censure. Il faut que tous les ignobles complotistes et ceux qui disent n'importe quoi, les petits mecs anonymes qui se permettent de crachouiller sur le monde et qui ont des théories, s'expriment. Il ne faut surtout pas les censurer. Bien sûr, moi je suis contre la censure. Mais il faut en face qu'il y ait des gens qui répondent. Et là, malheureusement, on ne répond pas. Ils ne répondent pas, il n'y a jamais de réponse. Pourquoi il n'y a jamais de réponse? Parce qu'ils n'ont pas les arguments. Vous voyez? Par exemple, est-ce que je peux faire état de quelque chose que vous m'avez confié? Voilà, par exemple, Michel Collomb. Vous m'avez dit que vous aviez invité Michel Collomb et que vous vouliez le mettre en face de Jacques Attali. C'est ça? Jacques Attali, l'idole de Frédéric Tadei maintenant, ne l'oublions pas, un type formidable. Il m'a raccroché au nez. Et il vous a raccroché au nez en disant qu'il était complotiste, Michel Collomb. Alors, voyez, je pense qu'il devait être en train de le googliser. Il a googlé, donc il connaît. Alors, ça veut dire qu'il censure Michel Collomb. On est d'accord. Jacques Attali censure Michel Collomb. Très bien. C'est un tort, parce qu'il devrait accepter et démonter Michel Collomb. Parce que Michel Collomb, pour moi, est un alors, quand je dis criminel, c'est au sens large. Hein. C'est un escroc de l'esprit. Je sais ce que je dis, je vais vous le dire pourquoi, je vais vous donner un exemple. Mais il est facile à démonter si on a les arguments et si on est au courant. Vous comprenez? C'est comme les révisionnistes, la plupart des gens... Vous avez un point commun avec Michel Collomb, c'est que vous êtes pro-Palestine, quoi. Oui, mais ça ne suffit pas. Ce que je veux dire, c'est que les gens qui disent moi, je ne parle pas aux révisionnistes, ou alors dans le genre de Patrick Cohen, vous voyez, des gens comme ça. Mais au contraire, parlez-leur et essayez de leur montrer... de leur montrer en quoi ils ont tort et surtout en quoi ils disent n'importe quoi. C'est ça qui est intéressant. Michel Collomb, puisqu'il était dans votre émission. Oui, j'ai fait débattre avec Bruno Attal. Alors, dans les deux, rassurez-vous, on va dire, je méprise encore plus Jacques Attali. Et surtout parce qu'il n'est pas venu débattre avec lui, parce qu'il n'est pas au courant, Jacques Attali. Il n'a pas les armes, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a fait, Michel Collomb. Alors moi, je vais vous dire ce qu'il a fait. Il a fait en 2006, c'est lui qui est à l'origine du bobard de faire croire que Ben Laden était un agent de la CIA, qui après s'est retourné contre l'Amérique. C'est faux. Et il s'est appuyé sur une photo de Brzezinski, qui était un type de la CIA, qu'on voit avec c'est même pas un arabe, un barbu en Afghanistan, et il a dit c'est Ben Laden. Ce n'est pas Ben Laden, c'est une fausse photo, c'est pas Ben Laden, c'est un autre mec. Et c'est pas Ben Laden. On connaît un peu la morphologie de Ben Laden et puis des autres. Moi, je suis peintre, donc je sais comment sont les visages. Et c'est Collomb qui, en 2006, a complètement fait croire que Ben Laden était de la CIA, ce qui est une aberration. Ben Laden n'a jamais fait partie de la CIA. Et ça, quand je dis ça, j'ai les 3/4 des gens qui m'écoutent qui me rient au nez ou qui trouvent que c'est moi qui ai tort. Même Tariq Ramadan, quelquefois, sur certaines questions qui approchaient celle-ci, ne me donnait pas raison. Et après, finalement, il en a convenu. Ben Laden est arrivé pour se battre en Afghanistan contre les Russes. Il avait sa propre cellule de Moudjahidine. Mais c'était des Moudjahidines arabes, saoudiens, qui après allaient former le mouvement Al-Qaïda.
Et il y avait en même temps des moudjahidines afghans, des Pachtuns, qui aussi combattaient les soviétiques. Et c'est la confusion avec le mot moudjahidine. C'est ça, tout le complotisme, il est là. C'est ça contre quoi je me suis toujours battu. Donc c'est une façon de moi, parler. Ce qui me dérange, c'est quand vous dites ça. Et Colomb, il a fait croire que Ben Laden faisait partie des moudjahidines mais au nom de cette lutte afghans, alors qu'il était des arabes. c'est peut-être parce ça n'a rien à voir avec la CIA. Peut-être que des gens sont capables de dire des conneries aussi. C'est un droit qu'on peut mais leur c'est reconnaître. grave. C'est comme Thierry Messant. Est-ce que c'est au nom forcément de aujourd'hui, on voit bien. Enfin, moi, donc ça veut dire que finalement aujourd'hui, comme vous disiez, vous rangez aux côtés. Non, je me range pas. Des Rudi Reichstadt, de Conspiracy Watch, de tous ces gens qui se disent. C'est des nazes. Et non seulement ils me détestent, mais ça c'est pas la raison. Mais ils sont complètement nazes. Ils comprennent rien. Le niveau, pardon. Mais c'est pas parce qu'on est contre. Tristan Mendes France, Rudi Reichstadt. Je suis d'accord, il n'arrête pas de me chier dessus, Tristan Mendes France. Il me chie dessus à longueur de Twitter. Mais c'est pas parce qu'on est hostile et qu'on est opposé à ces gens-là qu'il faut être absolument de l'autre camp. Arrêtons cette bipolarité, je vous dis, cette binarité systématique. On n'est pas obligé d'être dans un camp. C'est comme l'Ukraine et Poutine. C'est pas parce qu'on méprise Zelensky pour bien des raisons qu'on doit absolument se vautrer devant Poutine. Et inversement, vous voyez, donc je ne comprends pas ça. Pourquoi on parlait de la liberté d'expression? Elle doit être par exemple, Marc-Édouard Nam, voilà. Moi je vous réponds à ça. Moi, il y a quelque chose qui me dérange, et là je m'implique un peu. Vous avez écrit un ouvrage contre les Gilets jaunes. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pu leur reprocher aux Gilets jaunes? Il faut lire le livre, je ne vais pas vous résumer non, je l'ai pas lu, pardon, je n'ai pas lu toute votre œuvre. C'est bien, mais vous me parlez de ce sujet. Oui, je vous demande de me répondre. Voilà. C'est bien, on s'énerve un peu. Ouais. Donc, les Gilets jaunes, je l'ai fait en direct, je l'ai fait en 2019, et avant même que ça se conclue. Ça m'a déçu de vous. Mais pas du tout. Mais parce que les Gilets jaunes, pour vous, ils avaient raison. Ils avaient raison même sur leurs revendications, je vais dire qu'ils n'avaient pas raison. Tout ça pour un petit écart de fric pour leur essence, pour avoir un peu plus d'essence, pour aller mieux travailler comme être des esclaves du capitalisme. Je ne suis pas riche du tout, mais je l'assume au moins que je ne suis pas riche. Et je ne veux pas être dans... mais vous ne pouvez pas comprendre mais eux, ce n'est pas pour être riche, c'est pour être des salariés, c'est pour être des esclaves encore du capitalisme. Ce n'est pas ça des révolutionnaires. Allez parler à Gramsci ou Barbus, comme je vous disais tout à l'heure, vous allez voir qu'ils sont vraiment des gens de gauche, on va voir ce qu'ils auraient pensé des Gilets jaunes. Voilà quelqu'un que j'apprécie beaucoup dans sa pertinence politique et analytique, c'est Daniel Cohn-Bendit, que j'ai connu à l'époque où j'étais avec Barrault, chez Barrault pour publier Montréal des Vermines. Mais tout ce qu'il dit, il s'est fait jeter l'autre fois parce qu'il a attaqué les Gilets jaunes, il a dit qu'ils étaient des franchouillards hexagonaux. Il a complètement raison. Et je l'avais écrit avant lui, puisque j'ai fait mon pamphlet, ça s'appelle « Aux rats des pâquerettes », comme les rats, les animaux. Pourquoi ? Parce que d'abord, leur revendication n'est pas la bonne, premièrement. Deuxièmement, ils sont tous sortis d'Internet. C'est les rats qui sortent des égouts d'Internet. Ils sont virtuels, les mecs. Et bien, regardez, on y est aujourd'hui sur Internet. Non. Quand je dis Internet, oui, bien sûr, si on veut. Ils sont très intelligents, les rats, vous savez. Une petite souris. Ne méprisez pas les rats. Je ne méprise pas les rats. Là. Essayez de trouver un défenseur des animaux comme moi sur la place de Paris et de Crète. En Crète, je m'occupe d'une quinzaine de chats. Ils sont très intelligents, les rats. Et bien sûr, ce n'est pas le cas des Gilets jaunes. Parce qu'ils sont aux pâquerettes. Mais ce que je veux dire, c'est que leur revendication est tout à fait contestable. C'est pas pour des grandes causes. Ensuite, le bon sens populaire, non ? Non, j'aime pas ça. Ensuite, ils viennent de. Quand je dis qu'ils viennent d'Internet, ils viennent des égouts d'Internet. Ils viennent de la virtualité. C'est pour ça qu'il leur a manqué la niaque qu'il fallait pour aller jusqu'au bout de leur mouvement. Et ils se sont arrêtés à l'Élysée, devant. Ils n'ont pas fait la révolution. Ils ont fait trembler le pouvoir. C'est bien, mais ils vont pas jusqu'au bout. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur. On ne fait pas la révolution en ayant peur de se faire dégommer. Il fallait qu'ils sacrifient 200 ou 300 personnes. C'est comment ils ont fait les preneurs de la Bastille. Ce n'est pas les Gilets jaunes, ce n'est pas des Gilets jaunes, ceux qui ont pris la Bastille en 89. Alors pourquoi pas eux ? S'ils voulaient vraiment faire la révolution et faire la nique à Macron et arriver à le faire céder, il fallait aller jusqu'au bout. Il fallait occuper l'Élysée, comme d'autres ont occupé le Capitole, vous voyez ? Donc, non, c'est un faux mouvement révolutionnaire. D'ailleurs, qu'est-ce que ça a donné ? Rien. Voilà, c'est tout. C'est des beaufs comme les autres qui sont des esclaves et qui sont revenus travailler. Ils ont fait quelques samedis, puis après, ça les fait chier d'aller les samedis. Ils préfèrent aller à la FNAC, s'acheter des iPads, des iPhones, ou aller chez Decathlon pour prendre des baskets. Vous voyez, non, c'est pas sérieux comme mouvement révolutionnaire. J'ai une autre idée de la révolution, moi. Et c'est pour ça qu'on m'en veut, parce que moi, je suis un révolutionnaire anticolonialiste, et je ne suis pas du tout conservateur. Comme voilà Juan pourquoi Branco je suis... Non, Juan Branco, c'est un faiseur aussi. Ah, Juan Branco, pareil. Pareil, il y en a aucun qui veut... Et pourquoi Juan Branco est un faiseur ? Parce qu'il ne dit rien, il ne dit rien, il n'a aucune consistance, c'est comme Bégodeau.
C'est des fausses personnalités soi-disant rebelles qui ont un discours. Si vous creusez un peu, il faut les étudier un peu et vous vous apercevez qu'il n'y a rien dessous. Il y a pas ils veulent leur petite place. Ils cherchent à avoir une place dans le système, une place de rebelle, même une place de rebelle, mais quand même dans un système. Voilà. Et moi, je ne veux pas avoir une place dans un système puisque je suis hors du système et je me suis construit moi tout seul un autre système. Vous seriez capable de débattre avec Bégodeau ou avec Juan Bien Branco? sûr, mais Bégodeau, il me méprise, il trouve que j'ai un style empoulé. Non, mais il se fout de ma gueule. Et c'est un type qui déteste le jazz, il est d'une tristesse. Il est là, il fait le mec qui sait tout. C'est un sous-Soral. Voilà. D'ailleurs, son rêve, ça aurait été d'être comme Soral. Il l'a dit. Il aurait voulu avoir l'audience de Soral. Bah oui, il en est loin. Qu'est-ce qu'il a fait, Bégodeau? Donc, voilà. Allez, on en vient à l'actualité. Alors là aussi, il y a beaucoup de choses à dire parce que, évidemment, compte tenu évidemment de l'actualité là, la plus récente qui soit, donc on va parler de cette situation à Gaza. Emmanuel Macron, tout d'abord, a annoncé, c'était mercredi, que la France envisageait de reconnaître un État palestinien en juin. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-Édouard Nab? Vous vous rendez compte? Répétez la phrase. Qu'est-ce qu'il envisage? Emmanuel Macron a annoncé mercredi que la France envisageait de reconnaître un État palestinien. Et elle envisage de reconnaître un État palestinien. Vous vous rendez compte? Déjà, c'est d'une absurdité, c'est une prétention d'abord. Elle envisage, mais on s'en fout de ce qu'elle envisage, la petite France. Elle n'a aucun pouvoir. Une situation intenable à Gaza. Il découvre ça maintenant, en avril 2025, alors que ça a commencé il y a 1 an et demi. Il se fout de qui? Mais c'est quoi ça? Et puis un peu, il va en Égypte, alors que les Égyptiens sont des traîtres, sont des gens qui n'ont rien fait pour la Palestine et pour Gaza, comme la Jordanie. Aucun pays arabe ne s'est levé le cul pour soutenir les Gazaouis. C'est incroyable. Et la France ne pourra rien faire. C'est pas parce qu'elle va taper de son petit poing en disant on veut un État palestinien. Ils savent pas ce que c'est, ils savent rien, ils comprennent rien. Ils ont été absolument insensibles à tout ça. Il fallait qu'ils le voient. Alors on a dû lui montrer une blessée. Mais moi j'ai vu tout ça, image par image, petit film sur petit film. J'ai vu que ça pendant des mois et des mois. Et j'ai fait 80 tableaux au pastel, 90 tableaux au pastel que j'ai exposés dans une galerie à Paris en mars l'année dernière, donc 2024, tout de suite après les événements les plus tragiques. Et j'ai montré ce que c'était que les abîmer et les bombarder. À Bruno Gassio notamment, votre ami Bruno Gassio? Non, il n'est pas venu à ce moment-là. Non, il n'est pas venu. Parce qu'il est dans la France insoumise. Il est trop maqué avec eux. Il devrait se détacher un peu d'eux. Parce qu'eux aussi, c'est des faiseurs. Ils le font par opportunisme. Non, Bruno Gassio, c'est votre ami quand même. Oui, non, je ne parle pas de Bruno. Je parle d'Aymeric Caron, je parle de Mélenchon, je parle de Rima Hassan, je parle de voilà, ils veulent avoir leur place encore. Il n'y a rien de sincère, c'est par opportunisme électoral, on le sait. Mais quand on s'intéresse et qu'on a vraiment étudié la question, on voit que ça n'a intéressé personne. D'ailleurs, mon exposition, personne n'est venu, même parmi des Arabes. Il y a eu 3-4 Arabes qui sont venus. Très peu, alors qu'ils devraient être intéressés par ça. Ils ont méprisé cette exposition, comme si c'était normal qu'un type, un blanc, anticolonialiste comme moi, déjà maudit, il se fait chier à louer une galerie, il fait 90 tableaux, il les encadre, il les présente. Et il y a une galerie qui est devenue encore un lieu de vie pendant des semaines. Et puis, et on n'en tient pas compte dans le combat pro-palestinien. Mieux que ça, chaque tableau vendu, je donnais 10%. Je donne 10% de mes gains pour envoyer à la Palestine. Je ne devine pas qu'Aymeric Caron donne beaucoup de sa paye à la cause palestinienne. Exactement. On arrive maintenant à une somme, on va dire dérisoire, 6 500 € quand même. 6 500 € de ma poche. Moi, je n'ai pas de parti, je n'ai pas d'association. C'est de ma poche et que je vais les donner. Pourquoi je vais les donner? Je ne les ai pas encore donnés. Pourquoi? Parce que à toutes les associations de défense ou de humanitaires à qui j'ai proposé mon argent, cet argent a été refusé. L'argent de Marc-Édouard Nab pue, on n'en veut pas. Tous les organismes qui soi-disant défendent la Palestine ont refusé mon argent. Donc j'attends. De toute façon, c'est bloqué maintenant humanitairement. Parce que c'est moi qui suis. Moi, je me maudis moi-même, si vous voulez. Vous voyez, c'est-à-dire que je sulfurise tout ce qui me touche. Vous êtes à ce point sulfureux pour la qu'on preuve, n'accepte pas l'argent, ça ne les intéresse pas. Et même Rima Hassan a osé dire qu'il n'a pas voulu venir déplacer sa belle chevelure rousse, récemment rousse. Elle n'a pas daigné venir voir l'exposition. Elle a dit, oh, mais c'est des miettes qui donnent. C'est des miettes. Ben, vas-y, toi, Rima, donne 6 500 € de ta poche. De ta poche, hein, l'argent dont tu te sers pour te loger, pour te nourrir. Vas-y, on va voir ce que tu vas faire, d'accord? C'est pas des miettes. Et pour moi, c'est hautement symbolique, hautement réel. Et j'attends que le blocus soit dissous et que les convois humanitaires puissent à nouveau circuler. Et je donnerai cet argent, évidemment, mais je veux être sûr qu'il arrive dans les mains des Gazaouis, pas qu'il soit pris par d'autres types qui des arnaqueurs, vous voyez?
Voilà où on en est. Ou des leaders du Hamas. Voilà. Et là, non, ça, on ne sait pas qui c'est ça encore. Mais ce que je veux dire, c'est que le vrai acte que j'ai fait, c'est de faire cette exposition. Voilà. Et d'ailleurs est venu la visiter Daniel Schneiderman, que j'ai connu à l'époque. Daniel Schneiderman, le journaliste. Le journaliste de Arrêt sur Image. Il est venu voir votre exposition. Que j'intéresse, on va dire. Je l'intéresse. Il est venu à mon exposition. C'est un des rares. C'est sympathique déjà. Et il a dit, mais c'est un geste. Mais et lui, il n'a pas fait le geste, parce qu'après m'avoir visité, il aurait pu écrire quelque chose dans son blog, ou m'inviter peut-être, parce que ce n'est pas une chaîne alternative. On est d'accord que c'est devenu vraiment très poussiéreux et très vieillot, Arrêt sur Image. Ça n'a rien à voir avec ce que vous faites, vous, ou les autres médias alternatifs, qui me boycottent aussi, on l'a dit. Eh bien, c'est tout ce qu'il a trouvé à dire, mais il n'a rien fait. Il aurait pu le faire, puisque lui, il est tellement anti-israélien. Il est pro-palestinien à mort, il est anti-israélien. Mais à fond, tout le monde ne le sait pas. Vous voyez. Donc, alors après, je l'ai emmené dans mon petit appartement qu'on me prête de 14 mètres carrés. Et puis, et encore une fois, tout ce qu'il a trouvé à me dire, c'est quand vous vous voyez ici, là, à votre âge, dans cet espace, dans cette misère, on peut le dire, vous ne vous dites pas, j'ai foiré quelque part. Il m'a dit, j'ai foiré quelque part. Oui, d'accord, mais non. D'ailleurs, Patrick Besson lui a répondu ensuite, la semaine d'après, dans Le Point, lui disant que c'est mon honneur, c'est ma grandeur d'accepter de vivre, de dormir dans un tiroir à 66 ans. 65, j'avais l'année dernière. Ça n'a aucune importance. Je n'ai rien foiré, je l'ai fait exprès. C'est en étant purement libre dans mes convictions que j'en suis arrivé là. Mais moi, je pourrais lui dire, mais vous n'avez pas foiré de vous retrouver sur Internet dans une petite cabine alors que vous étiez sur France 5, vous aviez Arrêt sur Image, qui était une émission qui faisait trembler le milieu politique et intellectuel français dans les années 2000. Ben non. Intéressant. Marc-Édouard Nab, la situation à Gaza, quel regard vous portez sur cette situation actuelle dans cette région? Les bombardements israéliens se poursuivent et se multiplient. Oui, ils ont rompu la trêve. C'est même plus, il y a même plus, je ne vois même pas comment on peut encore défendre Israël ou lui trouver la moindre excuse. C'est pas parce qu'elle a voulu se défendre après le 7 octobre. Ok, le 7 octobre, c'est un attentat. On est d'accord. C'est terroriste. Moi, j'ai pas peur. Voilà. Je ne suis pas comme les France insoumises. Attentat terroriste du Hamas. Ça vous va? Voilà, on pourrait développer qui était le Hamas, pourquoi ils ont fait un attentat terroriste. Bref, ils l'ont fait. 1200 morts, d'accord, le 7 octobre. Maintenant, on est 1 an et demi après. Est-ce que ça méritait une riposte aussi violente et aussi cruelle et indéfendable que ça? Je pose la question. C'est intolérable. Et c'est intolérable, on le sait, de la part de Tsahal et des Israéliens eux-mêmes, bien sûr. Mais aussi de ceux qui ont gardé le silence ou même qui ont fait la contre-propagande. Et c'est là où on retombe sur CNews. La chaîne CNews, c'est même pas qu'elle s'est déshonorée, puisqu'elle était déjà déshonorée à la base de sa création. Pourquoi? Parce que c'est une chaîne complètement pourrie. Mais parce que c'est une chaîne qui est colonialiste, qui est raciste. Attention, quand je dis raciste, c'est vraiment à la base anti-arabe. Ce n'est pas des extrêmes droites. Ils vont vous dire, on n'est pas d'extrême droite, CNews, parce que nous ne sommes pas anti-parlementaires. Vous savez, on ne veut pas prendre l'Assemblée comme en 1934 et on n'est pas des fascistes. Mais c'est pas ça. Ça, c'était l'ancienne extrême droite. D'ailleurs, qu'il est désavoué. Pour une question très simple, parce qu'ils sont philosémites et ils sont pro-Israël, ce que n'a jamais été l'extrême droite des années 30, par exemple, ou 40 ou 50. Vous voyez, c'est pas le même truc. Donc, eux, c'est une propagande. Quand Pascal Praud ose attaquer les autres, qui ne valent pas mieux, on est d'accord, l'extrême gauche, voilà, l'espace médiatique, il parle toujours de l'espace médiatique. Mais lui, il fait partie de l'espace médiatique. Lui, c'est l'espace médiatique. Il fait croire que l'idéologie, elle est dans le camp opposé, et que lui, il n'est pas dans l'idéologie, mais c'est un petit soldat. Et vous le savez très bien, il obéit aux ordres. Serge Nedjar et Bolloré au-dessus, donc il ferme sa gueule et il fait sa propagande, une propagande qui est anti-arabe. Écoutez bien, ce que c'est pas islamophobe, c'est pas l'islam leur problème, c'est l'arabe. C'est à cause de la... Ils sont Algérie française dans leur tête. Ils pensent encore comme ça. On le voit tous les jours. Les chroniqueurs sont à vomir les uns après les autres. Et ils sont tous du même avis. Ils disent que c'est la liberté d'expression. Qu'il me fasse venir une fois, il fait dans son froc, Pro, quand il me voit. Et puis il me fait des grands compliments sur mon apostrophe et après il va cracher dessus avec Yann Moix. C'est quoi ça? Yann Moix, c'était votre ami? C'est quoi? Mais non, c'est pas des amis ça, c'est des fans qui se sont accrochés comme des moules comme ça à mon rocher, au rocher que je suis. C'est pas ça des amis. Donc Pascal Praud,
il a peur, il tremble de peur. Il n'ose pas m'inviter parce qu'il sait que je lui fous en l'air son plateau. Il me l'a dit d'ailleurs. Vous allez foutre en l'air mon plateau? Ben évidemment que je vais foutre en l'air. Je vais leur répondre, je vais les aligner les uns après les autres. Je connais bien Elisabeth Lévy aussi, qui m'a approché, qui a essayé aussi de me draguer un peu intellectuellement. Pour causeur? Pour causeur, bien sûr. Et heureusement que je me suis arrêté à temps. Et pourquoi? Mais elle est ignoble ce qu'elle dit. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'il dit. C'est une chaîne qui défend systématiquement les flics, qui nous voit. C'est mal de défendre les flics? Mais non, mais. Pas quand il tue un mec à bout portant et d'une balle dans le thorax. Ça va, quoi. Il y a quand même des proportions. Vous savez que c'est peut-être pas aussi simple que ce que vous dites. C'est pas aussi simple que je dis. Et eux, c'est pas si simple ce qu'ils font. CNews est une chaîne malfaisante. De tous les ordres, et qui est conservatrice, zémourienne. Lui, c'est un malade de Sarkozy. Sarkozy, il est là. Sarkozy, il a même viré Dominique Jamais, le vieux Dominique Jamais, Pascal Praud, parce qu'il avait émis une petite réserve sur Sarkozy. Non mais ça va, quoi. Et puis toutes ces femmes qui sont là, vous les connaissez, là, qui circulent. Et puis ce christianisme qui n'est pas du christianisme, qui est du catholicisme. Non, le catholicisme a fait beaucoup de mal. Quand on voit des Charlotte Dornelas, des Eugénie Bastier, je la connais, Eugénie Bastier aussi, c'est lamentable leur discours. Elles n'ont aucune alors, empathie, on peut dire empathie pour aller vite. Par exemple, pour les victimes de Gaza, elles n'en ont rien à foutre. Ce qui compte, c'est les otages, c'est Israël qui doit être défendu. C'est ça qui compte. On s'en fout qu'il y ait des millions, des milliers et des milliers d'Arabes, de petits Arabes les morts. otages, ça vous indigne aussi, quand même, ils s'en foutent, Les otages civils, ça vous indigne Mais oui, aussi. d'accord, ok, mais les otages, la plupart, ils ont été tués par Netanyahou lui-même. Il y en a d'autres qui ont été tués par les terroristes du Hamas, on est d'accord. Mais beaucoup ont été tués par les bombardements de Tsahal. On le sait, ça, enfin, c'est reconnu. C'est pas la chaîne de Bolloré, et Bolloré lui-même est un propagandiste. C'est-à-dire qu'il fait une propagande pour Israël. Et vous le savez, ça? Non, je ne partage pas votre point de vue, mais quand bien même, c'est des propos qui n'engagent d'abord que vous. Et quand bien même ce serait un propagandiste, comme vous le dites, en quoi, excusez-moi... qui donne la parole à ceux qui ne le sont pas. Et est-ce que vous indignez autant dans l'autre sens de toutes les autres chaînes? Lesquelles, par exemple? De toutes les autres chaînes qui sont toutes sur une ligne, non, notamment. Ils font pas le boulot non plus. Dites-moi. Je pense aussi bien aux chaînes de services publics. Mais lesquelles, par exemple? Et vous n'êtes pas invité plus sur les chaînes de mais services c'est pas publics. moi le critère. Mais je m'en fous, oui, mais on a d'être l'impression invité que ou votre pas. vindicte, vous la réservez uniquement et en priorité à CNews. Pas du tout. Mais là, on parlait de ça. Mais moi, je peux vous parler de France 2 pareil. Mais je vous parle pareil de Anne-Sophie Lapix ou de C'est à vous. C'est pareil. Ou de Léa Salamé. Mais c'est à vous, c'est pareil. C'est à vous, c'est dégueulasse. C'est à vous. Mais vous voulez que j'en dise du mal, il n'y a aucun problème. Et ils invitent, eux, leur idole, c'est Caroline Fourest. C'est Caroline Fourest qui vient parler. D'ailleurs, ça me fait marrer parce qu'elle se fait taper sur les doigts par les féministes. Elle n'est pas assez féministe maintenant, Caroline Fourest. Bientôt, ils vont dire qu'elle est antisémite aussi. Non, mais c'est à vous. Qui est ce petit îlot, pardon, Marc-Édouard, mais qui est ce petit îlot d'indépendance. En effet, qui peut même être une indépendance idéologique que vous ne partagez pas. Mais au moins, regardez, C8 qui a été censuré. Quel îlot? Vous parlez de quel îlot? L'îlot de Canal+, qui représentait l'îlot médiatico-politique. Mais c'est plutôt un archipel, vous rigolez. Vous considérez que CNews, avec 3% d'audience, c'est énorme. Mais Bolloré, il a Fayard. Mais vous rigolez, il a Paris Match. Demandez à Régis Le Sommier. Il a Paris Match maintenant. Oui, on est d'accord? Paris Match a été vendu à Bernard Arnault. Quand? Alors hier? Non, il y a quelques temps, oui. Il n'a plus Paris Match. Il a quand même un sacré nombre de supports. Il a Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche. Journal du Dimanche, c'est énorme déjà. Et Fayard, et des librairies aussi. Des librairies, comme l'Écume des Pages. Tout ça, c'est Bolloré. Et Grasset. Et Fayard, on a dit. Vous voyez, donc il y a quand même, ça commence à faire un beau pouvoir quand même. C'est pas un petit îlot. Dites pas ça. C'est pas un petit îlot. C'est très important et ils le savent et ils en jouent. Et ils sont à dégueuler parce qu'ils ont une propagande toujours dans le même sens. Mais quand je parle des autres, puisque je vous CNews est devenu la première chaîne info de France. Voyez, alors. C'est peut-être que ça plaît. Mais on s'en fout que ça plaît. C'est pas une question de public. Alors parce que ça plaît, il faut adhérer à ça parce que ça plaît. Il faut se mettre du côté du plus grand nombre. Avec les moutons, il faut aller bêler. Vous n'êtes pas démocrate alors? Non, je suis pas démocrate. Non, je suis pas démocrate. Alors les autres chaînes bien pensantes, j'en suis le plus premier conscient. Vous n'êtes pas démocrate. Mais vous savez ça. C'est à vous. Ne faites pas plus on va dire de contre-propagande en montrant les exactions de Tsahal à Gaza, en montrant les cadavres, les gosses hurlant en sang. Ils le font pas non plus. Et la chaîne 2 non plus avec Anne-Sophie Lapix. Vous trouvez que c'est bien d'avoir montré LFI à monter à l'Assemblée toutes les photos de ces victimes? Mais plus que ça, il fallait faire mieux que ça, comme j'ai fait moi. D'ailleurs, dans mon prochain abus, pas celui-là, mais celui d'après qui va
va sortir dans 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Là, je vais donner C'est plein le de lieu, films. c'est le lieu à l'Assemblée nationale. Mais bien sûr que c'est le lieu là ou ailleurs. Enfin, non, c'est pas le lieu d'une certaine façon. Si on se place dans un contexte bourgeois, oui, en effet, c'est pas le lieu. Et Emery Caron, il est ridicule, évidemment. Je suis d'accord avec vous. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais il fallait imposer ça. Il fallait imposer ces images pour que les gens voient ça. Moi, j'aurais voulu devant Charlotte Dornelas ou Eugénie Bastier, qui se disent chrétiennes et qui ne sont que catholiques. C'est pour ça que moi, je me suis converti au protestantisme. Il fallait leur montrer les images de Gaza et dire alors qu'est-ce que vous en pensez? Vous défendez toujours vos chrétiens d'Orient? Vous défendez toujours Israël? C'est ça qu'il faut leur demander. Qu'ils se prennent ça dans la gueule. Qu'elles se prennent ça dans la gueule. Qu'on voit leur réaction quand elles voient les hurlements. Vous voyez, Macron lui-même, il avait les larmes aux yeux. Et je pense qu'il était sincère quand il a été filmé dans l'avion en revenant d'Égypte. Il a vu ça. Il découvre ça un peu tard. Hein. Pour moi, c'est ça l'indécence. Mais il a vu quand même des vraies victimes. Et il a été émotionné de voir ça parce que c'est très impressionnant. Voilà, nous on est habitués, quand je dis nous qui sommes baignés là-dedans, devant les images et les films, et qui avons cherché et fouillé pour avoir des vrais documents, des choses absolument intolérables, dont j'ai fait des tableaux. J'en ai fait 90, et il y en a 35, 40 qui ont été vendus. Mais il y a 1 ou 2 Arabes qui en ont acheté, les autres ne viennent pas, parce que ça les gêne de voir ça. Voyez, et c'est mon anticolonialisme, il me dépasse sur ma gauche, si vous voulez. Voyez. Donald Trump et Benjamin Netanyahou ont dit il y a quelques jours travailler à un nouvel accord de cessez-le-feu justement dans la bande de Gaza afin de libérer ces derniers otages du Hamas. Ces efforts conjoints quand même, quelle est votre perception de ces efforts? Les efforts ne servent à rien. Les otages, ils sont quasiment tous morts et c'est un faux problème, on va dire, puisque Netanyahou lui-même s'en foutait des otages. Ce qu'il voulait, c'est punir le Hamas et surtout éradiquer complètement la bande de Gaza. Donc il a réussi, il peut être content. Voilà. Alors, comme je l'ai dit souvent, Trump aurait été le premier président et celui qui aurait eu la... C'est vrai qu'Israël a refusé d'appliquer la deuxième phase. Hein, bah, évidemment. Qui prévoyait le retrait de ses troupes de la bande de Gaza et la libération des derniers otages israéliens. Jamais le feront. Lui, il tient trop à sa place, Netanyahou. Sinon, c'est lui qui tombe avec ses procès. On le sait, tout ça. Non, ce qu'il faut savoir, c'est que Trump, avec sa vulgarité, son culot, sa force, son n'importe quoi, sa façon de se comporter, aurait pu arriver à quelque chose qui n'a pas été encore fait et que j'appelais de tous mes voeux déjà en 2006 par un tract qui s'appelait « Israël, c'est fini », c'est que l'Amérique lâche Israël. Parce que le jour où l'Amérique lâche Israël, c'est terminé Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Là, parce qu'ils continuent à faire du dégât parce qu'ils ont les armes et qu'ils sont soutenus par l'Amérique. Mais si un jour, il y a un président américain qui se rebiffe et qui dit « Ah, il y en a marre, ça suffit, on ne va pas faire toute notre vie » et puis qui s'aperçoit que... Ce qu'il a fait avec Zelensky. Voilà, exactement. Eh bien, là, à ce moment-là, ça va changer. Malheureusement, là, il est toujours dans la ligne parce qu'il a des intérêts et que ce sont les Juifs américains qui lui font comprendre que c'est son intérêt de continuer à soutenir Israël. C'est le rapport entre Juifs et Israël qui le dessert, on va dire. Mais lui aurait été le seul à y arriver. Il avait le caractère pour ça. Et avec Musk aussi derrière. Donc c'est dommage. C'est dommage. Parce que son idée, et j'en ai déjà parlé, et c'est là où on va se retrouver avec on va revenir au Matisse, avec Arnaud Klarsfeld, figurez-vous. J'allais en parler. Arnaud Klarsfeld, que moi je ne déteste pas, lui il doit me détester, mais je ne sais pas s'il connaît toute ma connaissance de la Shoah, des camps et tout ça. Le fils de Serge Klarsfeld, qui est d'ailleurs menacé de mort depuis qu'il a montré qu'il était sensible aux propos du Rassemblement national. Ah oui, national. voilà, ben oui, ça c'est pas un truc à faire. Vous voyez, là aussi c'est binaire encore, parce que le Rassemblement national fait semblant d'être philosémite, fait semblant d'approuver Israël et tout ça. Ils ne sont pas du tout sincères. Bardella n'est pas plus sincère en soutenant Israël que Mélenchon en soutenant la Palestine. Vous voyez, voilà. C'est ça que je veux. Et donc, le père Klarsfeld, il a tort, il devient gaga, il n'a pas besoin de soutenir. Donc ça veut dire qu'à partir du moment où on est pro-Israël, alors c'est bon. Alors ça, on s'en fout si c'est le Rassemblement national, si c'est des anciens fascistes, soi-disant, et tout ça. C'est pas valable. En revanche, Arnaud Klarsfeld a approuvé d'une certaine façon, enfin il a fait une vidéo qui était très intéressante sur la proposition de Trump de reloger les Gazaouis qui ne connaissent dont le terrain n'est plus que ruine et décombre dans les pays arabes alentours. Voilà. Et il dit, il y a une question morale qui se pose, dit Klarsfeld, Arnaud, il faut que évidemment les Gazaouis soient d'accord. Voilà, c'est ce qu'a proposé Trump. Voilà. Évidemment, tollé général, et on dit que Klarsfeld a tort, mais il faut savoir que si Trump avait dit, par exemple, imaginons que Trump dise, voilà, c'est en ruine, ils ne pourront rien faire, ils ne peuvent pas se reloger là. On va forcer, c'est là où moi j'aime bien qu'on force, c'est mon côté antidémocrate, on va forcer les pays arabes alentours
qui soi-disant sont pro-palestiniens, mais qui n'ont jamais rien fait pour les pauvres Gazaouis, a relogé en effet les 2 millions de Gazaouis, et notamment en Jordanie, en Égypte. On les loge, on leur donne des maisons, et ils commencent à reprendre un peu de la force et de la vie. Et après, une fois que nous, on aura reconstruit Gaza, même si l'Amérique avait des intérêts sur la bande, en construisant, alors évidemment pas des casinos et des Palm Beach et des piscines et des villas hollywoodiennes, bien sûr, mais si l'Amérique, avec l'argent des Saoudiens, reconstruisait la bande de Gaza, et qu'après, une fois, par exemple, au bout d'un an et demi, que les Gazaouis se sont reformés, ont repris des couleurs, on les fait revenir dans la bande de Gaza, en les logeant et en faisant, même à la limite un gouvernement américain, si sait se tenir. Ce n'était pas complètement dingo comme idée. Il n'a pas que des idées de dingo. Là, par exemple, de surtaxer les Européens, de les faire cracher leur race, je trouve que c'est super. J'espère qu'il ne va pas se dégonfler. Il a dit qu'il y avait un répit de 90. Il faut qu'il fasse un break, mais qu'il revienne les faire chier. Vous avez vu? Vous savez pourquoi? Je fais une petite parenthèse. Pourquoi ça vous fait marrer, ça? Moi, j'adore ça. Pourquoi? Parce que là, on s'aperçoit que les anti-mondialistes, à la Mélenchon, toutes ces pourritures de la France insoumise, ben là, deviennent mondialistes. Si Trump taxe trop, ils deviennent capitalistes, eux. Alors que toute leur vie, ils ont prôné le contraire, par idéologie de gauche à la con. Vous voyez, c'est ça l'histoire. Voilà. Donc, Klarsfeld a dit ça, et je le pense aussi. Et c'est que c'était pas si bête. Évidemment, il faudrait que les Gazaouis puissent revenir. Et là où il ne peut pas, Trump, aller jusque-là, il est obligé de dire, si on les loge chez les voisins arabes, ils ne reviendront pas. Et nous, nous occuperons de Gaza. Alors là, ça, c'est ignoble, c'est dégueulasse. Mais l'idée de les envoyer provisoirement, je répète, attention, qu'on m'entende bien, dans les pays que j'appelle moi des pays traîtres, qui ont été fabriqués de toutes... qui n'étaient pas des pays amis, qui étaient des pays qui ont été fabriqués de toutes pièces depuis la guerre de 14-18. C'était, voilà, j'en ai beaucoup parlé de ça déjà, mais c'était bien, surtout en Jordanie. Et lui, il va plus loin encore, Arnaud, il dit il faudrait même aller les envoyer tous en Jordanie, parce que la Jordanie faisait partie de la Palestine. Et le véritable nom de la Palestine, de la Jordanie, c'était la Palestine. Donc c'est cohérent qu'ils reprennent un territoire autrement que la bande de Gaza et les pauvres portions congrues que Israël leur laisse. Et ça, moi j'aurais voulu voir les Gazaouis en Jordanie, obligés par les Américains, habiter en Jordanie d'une façon provisoire. Ça aurait bien fait chier les Jordaniens et c'était mérité. Et c'est facile, lui, Macron, il ne connaît que Sisi et puis le patron de la Jordanie. C'est tout, c'est les deux seuls avec qui il traite. Ça suffit pas, mec, moi j'ai envie de lui dire. Ça suffit pas. Et donc il ne peut pas avoir une véritable notion de ce qu'a été vraiment la Palestine. Et Klarsfeld, là, il m'a fait marrer de dire il faut les envoyer dans la vraie Palestine, c'est-à-dire la Jordanie. Effrayer les Jordaniens. Ils sont effrayés de cette perspective. Ils préfèrent qu'ils crèvent encore dans leurs ruines, dans les décombres. J'appelle pas ça des amis ou des pays frères. Hein. Pour revenir à cette critique que vous faites très régulièrement de l'État d'Israël, est-ce que vous pensez que la peur d'être accusé d'antisémitisme paralyse le débat? Oui, mais maintenant un peu moins, puisque maintenant tout le monde, comme je vous ai dit, tout le monde est accusé d'être antisémite. Donc ça ne devrait pas paralyser le débat, il devrait passer au-dessus de ça. Et puis on s'en fout. Il faudrait rétablir en tout cas la distinction entre antisioniste et antisémite. Ça c'est sûr, ça c'est très important. Mais ils essayent, vous avez vu, ils essayent et ça, CNews a fait une propagande là-dessus. Pour eux, maintenant, quelqu'un qui défend, qui compatit à la douleur de Gaza est forcément un antisémite. Un antisémite comme dans les années 30, comme à l'époque de Maurras ou de Drummond, ou avant encore. Vous voyez, c'est complètement aberrant. Donc il faut ne pas avoir peur d'être traité d'antisémite, comme Kouchner l'a dit. Et puis on s'en fout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est d'être dans la justice et la justesse de l'appréciation de ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Je vais quand même vous lire, Marc-Édouard Naples, ça va vous enchanter, je sens... quelques propos de votre ancien ami, donc Yann Moix. Il a déclaré avoir coupé les ponts avec vous en 2007 parce qu'il vous reprochait de devenir, je cite, un adversaire d'Israël. Et il ajoutait, je cite là encore, on peut côtoyer des antisémites sans le savoir parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. Nab adore se faire détester par ses amis. Qu'est-ce que vous répondez? C'est faux, évidemment. Et d'ailleurs, c'est absurde dans les dates. Comment ça se fait qu'il découvre que j'étais anti-Israël en 2007 ? Oui, c'est ça. Alors que j'ai publié en 1985 un livre qui l'a marqué, qui lui a donné envie d'être écrivain et qui venait chez moi en 1994 me supplier de lui prêter la cassette d'Apostrophe, c'était une VHS, pour qu'il en fasse la copie le matin même, le lendemain matin pour me la rapporter le soir même. Il en était là dans la fanerie et dans la béatitude extasiée, le petit Moix. Il a bien changé depuis lui, c'est vraiment devenu alors
c'est même plus un opportuniste, il est complètement... Alors, la corruption, c'est une des figures de CNews. Il est adoré, bien sûr, puisque c'est son passé de révisionniste et de dessinateur et minable. C'était plutôt de C8, je crois. Mais bon, enfin... Mais c'est pareil, c'est pareil. On l'a complètement absous. Il n'y a pas de problème, ça y est, on a lavé. Moi, je m'inquiéterais si j'étais lui, parce que c'est par mépris que les gens de C8, de CNews ou même des autres, Bernard-Henri Lévy, vous voyez, Bernard-Henri Lévy, il respecte Yann Moix en l'ayant défendu. Il l'avait aidé. Oui, en l'aidant, il le noie encore plus. Il montre à quel point il est méprisable. C'est-à-dire qu'il est tellement méprisable pour justement ses défenseurs que ses défenseurs ne prennent même pas la peine de l'attaquer. Voyez. Et ce qu'il dit est faux, évidemment. Vous savez pourquoi il a choisi la date de 2007 ? Parce que c'est la date où moi je l'ai clashé. Je l'ai clashé en pleine rue Dufour. Je suis sorti d'une voiture et je lui ai montré à quel point il était devenu totalement con, laid, et qu'il avait osé attaquer Céline, à dénoncer Céline. Parce que Céline, on n'a même pas cité après cet entretien intéressant. C'est le maître. Plus je vais dans l'âge, plus je m'aperçois qu'il a raison et qu'il disait des choses extraordinaires. Et lui, c'est un véritable aussi anarchiste, en plus de tout ce qu'on sait rien d'ailleurs de ce qu'il a fait. Et on lui reproche plein de trucs. Enfin, on en parlera une autre fois si vous voulez. Mais ça, c'est un véritable anarchiste. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas bourgeois. Il ne s'installe pas dans un système. Voilà, c'est là à ça qu'on reconnaît le véritable anarchiste. Et c'est pour ça que ça découle de tout. Quand un anarchiste ni de droite ni de gauche, un anarchiste tout seul, un artiste anarchiste, un anarchartiste. Justement, quand même, on ne peut pas s'empêcher de parler d'autres épisodes, parce que vous êtes aussi quand même un provocateur, Marc-Édouard Nab, vous le savez, en dépit de l'argumentaire. Ah, mais je le revendique. Vous le revendiquez, bien sûr, bien sûr. Est-ce que Marcel Duchamp n'était pas un provocateur ? Oui. Non, mais c'est bien en tout cas de vous comparer à Céline et à... Je ne me compare pas. Pourquoi se comparer ? Quand on a des maîtres, on peut leur rendre hommage sans se comparer. Oui, c'est vrai, vous avez tout à fait raison. Voilà. Non, mais c'est pour ça que j'abonde dans votre sens en citant justement quelques-unes des provocations. En tout cas, en 2022, c'était Sophia Aram, je ne sais plus comment on l'appelle, qui vous attaquait sur Twitter. Elle écrivait « Je découvre ». C'était un hommage que vous aviez porté à Charlie Hebdo. « Je découvre cet hommage à Charlie Hebdo en forme de procès en islamophobie par les Bolek et Lolek de la pensée moisie, Nab et Gassio. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous rappeler le contexte ? C'était, il me semble, une vidéo où vous parliez de la couverture de votre magazine Patience, où on voyait Adolf Hitler tenir une pancarte « Je suis Charlie ». Et ensuite, qu'est-ce que vous avez pensé? Alors, Sophia Aram, on évacue tout de suite le problème. C'est personne, c'est rien. Tout le monde sait qu'elle n'a aucun humour, aucune pertinence. Là, elle a fait un discours à l'Élysée avec Arthur pour remercier. Ils ont été décorés. Vous vous rendez compte le nombre de milliers, si ce n'est pas des millions, de musulmans et d'Arabes et de gens conscients de ce qui se passe en Palestine qui ne peuvent recevoir ça que comme une offense. Même s'ils sont en train de pleurer sur le 7 octobre, qu'on décore des gens comme ça qui sont dans la propagande. Vous voulez dire d'être reçus sous les ordres de la République au moment où... pas reçus pour rien, oui, mais pas reçus pour être... un prix. Oui, mais ce n'est pas un prix pour avoir été... c'est pour dénoncer l'antisémitisme. Non, mais ce n'est pas pour dénoncer l'antisémitisme. C'est pas pour dénoncer l'antisémitisme. C'est pour fustiger le pro-palestinisme. C'est pour ça qu'ils sont décorés. Ils sont décorés pour avoir chié sur les gens qui défendent la Palestine et qui sont meurtris par ce qui se passe à Gaza. C'est pour ça qu'ils ont été décorés. D'ailleurs, Claude Lelouch, qui a été reçu par Pascal Praud, il s'est pris une sorte de vent, et Pascal Praud était désarçonné parce que Claude Lelouch, quand Praud lui a dit « Qu'est-ce que vous pensez de la montée de l'antisémitisme » il a dit « Il n'y en a pas. Il n'y a pas de montée de l'antisémitisme, il n'y a pas d'une recrudescence. Moi, j'ai connu la guerre, Claude Lelouch. Il ne peut pas être soupçonné de quoi que ce soit, j'espère. » Eh bien, Claude Lelouch, il a dit, mais il y avait beaucoup plus d'antisémitisme avant, c'est rien du tout, ça, vous rigolez ou quoi ? Et Praud l'a très mal pris. Il a dit, moi j'ai connu la guerre et je sais ce que c'est que l'antisémitisme. Et en plus, il a même dit, moi je suis pour le pardon. Il faudrait qu'on pardonne. Il faudrait que l'Israël pardonne, à la limite, au Hamas, et que le Hamas pardonne aux Israéliens. Lui dans cette perspective-là, ça le regarde. Mais en tout cas, il reniait le fait qu'il y ait beaucoup d'antisémitisme aujourd'hui. Et eux, ils vivent là-dessus. Arthur, vous vous rendez compte, le présentateur Arthur, qu'on décore pour être en gros indifférent d'une façon active à ce qui se passe à Gaza. C'est horrible. Alors, quant à l'histoire, puisque si vous voulez
je ne sais pas si on va terminer là-dessus. Non, non, on a un peu de temps encore. On a encore un peu de temps. Donc j'ai fait ce numéro de Patience. Donc c'est ma revue que j'ai fait à mes frais toujours, en anti-édition. Attention, en anti-édition. Donc c'est un numéro très fourni sur Charlie, au moment après les attentats, où je décortique et je prouve. Parce que c'est facile de dire Charlie Hebdo n'a jamais été islamophobe, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Et c'est vrai, il faut les lire numéro par numéro. Je me suis abîmé les yeux à faire ça pendant des mois et des mois sur microfilm, numéro par numéro à partir de l'arrivée de Philippe Val au pouvoir de Charlie. Et là, on voit ce qui se passe, on voit les dessins, on voit les textes, selon l'actualité qui avance de 1993 à 2015, le jour des attentats. J'ai remonté toute la série. Et je parle aussi des victimes et de ceux qui ont été abattus. Notamment, évidemment, je m'attarde un peu plus sur celui que je préférais, avec qui j'avais eu un rapport affectif, qui était Wolinski, puisque c'est lui qui m'a reçu la première fois à Rakiri quand j'avais 15 ans et demi et qui m'a fait publier mes premiers dessins, alors que j'étais complètement inconnu. Je n'avais même pas signé NAB encore, vous voyez, avec GB et le professeur Choron. Parenthèse. C'est à ce moment-là que j'ai connu Gassio, d'ailleurs, puisqu'on a le même âge. Bref, donc ce numéro de Patience est très fouillé. Et d'ailleurs, Schneiderman, on reparle de lui, m'a piqué le sujet. Il a fait un livre, mais totalement insipide, où il est à côté de la plaque, parce qu'il ne sait pas. Il y a plein de choses que je lui ai apprises à Schneiderman sur son métier de journaliste. Il ne sait pas. Il ne savait pas que Bolloré descendait d'un des créateurs du sionisme avec Theodor Herzl. Il ne le sait pas. Il y a plein de gens qui ne le savent pas. Vous voyez, il y a des choses qu'il suffit de se renseigner un peu, et on le sait. Voilà. Donc, ce Charlie, ce numéro de Patience spécial Charlie, je l'ai illustré par une espèce de leçon d'humour, parce que je suis aussi humoriste à mes heures. Mais alors, il faut nous expliquer à quel moment vous êtes il suffit de voir ce que j'écris, j'ai plus beaucoup à le prouver. Hein. Donc j'ai mis Hitler, j'ai fait un montage avec Hitler, qui lui aussi a la pancarte « Je suis Charlie ». Pour montrer quoi? C'est ça qui est drôle, ce n'est pas une apologie d'Hitler, c'est pour montrer qu'aujourd'hui, la bien-pensance est tellement ancrée, le charlisme, comme dirait Schneiderman, est tellement à l'intérieur des esprits, que même aujourd'hui, si Hitler était là, il serait Charlie lui aussi. Il serait Charlie, vous voyez? Ça, c'est complètement dans la lignée d'Harakiri. C'est une couverture très choronienne. J'ai même vu, il y a une petite vidéo qui est ressortie, je crois que c'est Bruno Attal qui l'a ressortie de votre échange avec Bruno Gassio devant votre galerie, et ce passage, oui. Même Bruno Gassio avait l'air un petit peu même... évidemment, parce que c'est moi le maître. Le maître de l'humour aujourd'hui, vous voyez, c'est pas Dieudonné. Ah bah ça y est. Bah oui, parce qu'il ne le ferait pas, ça, Dieudonné. Donc, je dis que j'ai mis cette couverture et elle était en vitrine. Ça va les chevilles? Très bien. Pour l'instant, mes chevilles vont très bien parce qu'il n'y a pas encore de bracelet électronique. Ouais. Ça viendra. Mais moi, j'aimerais bien en avoir 2. Comme ça fera vraiment comme un bagne, vous voyez. C'est ça. Donc, non, mais là, vous êtes dans la provocation pure. Oui, pardon, bien sûr. Oui, mais ça a un sens. Oui, mais ça a un sens. De dire qu'aujourd'hui, même Hitler serait Charlie, en 2015, ça a un sens. Ce n'est pas seulement de la provoque gratuite, on est d'accord. Vous comprenez le sens que ça a. C'est de montrer que c'est général, que tout le monde est obligé d'être Charlie à l'époque. Remettez-vous dans le contexte de 2015. Donc, pour répondre à la fois à Aram et Attal, entre parenthèses, Attal, c'est le flic, là. Bruno Attal, là. Bruno Attal. Il a été très bon face à Dieudonné chez vous. Ouais. Je l'ai vu. Excellent. Parce qu'il a mis il a mis au pied du mur, si j'ose dire. Et le mur qui n'est pas des lamentations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça va, quoi, Dieudonné. Maintenant, tu nous dis vraiment ce que tu penses sur tel ou tel sujet. Il ne le fait jamais. Vous l'avez vu, ce débat? Je l'ai vu et il était très bien. Vous avez pensé quoi des deux? Dieudonné était en dessous. Largement, parce que l'autre, même si c'est horrible ce qu'il défend, et puis moi je suis évidemment hostile à toutes ces idées, à cet Attal. À ce qui se passe Israël-Palestine. Tout bien sûr, mais là il a raison d'essayer de pousser Dieudonné à dire enfin ce qu'il pense, mais il n'y arrivera pas, parce qu'il ne pense rien, il n'a pas de culture, il n'a pas de connaissance en rien, il est complètement vide. C'est comme ça que je m'en suis détaché, alors qu'il faisait illusion à un bon moment. Je reviens sur Gassio. Donc, la couverture, le magazine est en vitrine. Donc, je n'ai pas eu de problème avec la police, ni avec personne. Tout le monde est passé, tout le monde s'écroulait de rire. J'ai même eu la visite de plusieurs people. Benoît Poulvorde, Gilles Lelouch. Je me souviens encore Chantal Aubry, qui s'est arrêtée avec son chien et qui m'a dit, elle était très, très... Chantal Aubry Chantal, c'est ça, Chantal... Attends, il y a Martine Aubry. Non, comment ça s'appelle celle des nuls? Ah, oui, non, bien sûr, c'est pas Chantal Aubry, vous me prenez de cours là. Oui. Comment elle s'appelle? La seule figure féminine des nuls. Celle qui joue avec Chantal Lobby. Chantal Lobby, voilà, parce que je confonds. Chantal Lobby, très sympa, elle est venue dans la galerie, elle a vu la couverture et elle a dit c'est imparable. Elle m'a dit c'est imparable. On peut pas être contre cette couverture si on a un peu d'humour.
Voilà, c'était quand même. Et Gassio, c'est pas à lui que je vais apprendre ça. Lui, il était le gendre du professeur Choron, qui était vraiment très. On était très proches tous, donc c'est très bien. Et Michel Bernier, etc. Donc, Et quand Gassio, il a vu cette couverture, il a accusé le coup et on a discuté. Mais les gens n'écoutent pas ce qu'on dit. Quand je lui explique ce qui s'est passé dans les attentats, parce que je connais très bien les attentats de Charlie, il y a plein de choses que les gens ne savent pas. Et je vous les révélerai peut-être un jour. Et j'en ai parlé beaucoup. Qu'est-ce que vous savez qu'on ne sait pas? Il y a plein de choses. Par exemple, les frères Kouachi ne voulaient pas en rester là. Ce n'était pas l'objectif de leur journée de tuer tout le monde de Charlie. Ils avaient un autre attentat prévu. Vous ne le savez pas, ça? Non. Personne ne le sait, ça. Et c'était où? C'était à Roissy. Et c'est pour ça qu'ils se sont arrêtés en route à Dammartin. C'est sur la route de Roissy. Personne ne s'est posé la question. Pourquoi il y avait des lance-roquettes dans la voiture? Pourquoi ils avaient des lance-roquettes? Ils allaient faire quoi avec les lance-roquettes? Tuer les Cabu avec un lance-roquette? Bien sûr que non, c'était inutile. Ils avaient prévu d'aller à Roissy et de dégommer un avion israélien d'Al Al. Ça, il n'y a que moi qui le sais, ça. Et je l'ai écrit dans mon Patience. Vous voyez, des choses comme ça. Complotiste, là. C'est pas du tout complotiste. Vous avez des preuves de ça? Mais bien sûr, c'est pas du tout complotiste. En quoi c'est complotiste? Les complotistes, c'est de croire à un complot qui a été fait. D'aller plus loin dans les déploiements d'un événement historique, c'est pas être complotiste du tout. Voilà, pas du tout. Donc, et je raconte ça dans mon Patience, justement. Donc, Gassio arrive là, je lui explique un peu certaines choses des attentats qu'il ne savait pas forcément. Et il plaisante, et nous plaisantons tous les deux, pour rendre hommage à l'esprit d'Harakiri. C'est pas quand il dit Volinsky, il paraît qu'il est mort de vieillesse pendant l'attentat. Mais c'est drôle. C'est pas drôle pour des petits merdeux de Twitter qui connaissent rien à l'histoire d'Harakiri, qui n'ont aucun humour, qui n'ont aucune distance, qui prennent ça au premier degré. C'est comme si on se réjouissait de la mort de Volinsky. Mais non, Volinsky lui-même aurait souri. Personne ne se rend compte ce qu'était la liberté d'esprit des gens d'Harakiri et de la façon dont ils s'exprimaient entre eux, comment ils se taclaient, comment ils se vannaient, comment ils plaisantaient les uns avec les autres. Quand Rezer est mort avec une couronne de la part d'Harakiri, puis j'irai au cimetière à pied, tout ça, ils se sont moqués même de la mort de Rezer, qui était leur plus grand dessinateur et leur idole. Et moi, j'ai vu Choron continuer à dire des choses énormes sur sa femme qui venait de mourir. Il avait les deux larmes qui dégouliнаient. Il était là, Gassio. Il continue à déconner, à dire des trucs terribles qui choqueraient le petit Pékin bourgeois du coin, mais qui étaient magnifiques, qui étaient grandioses. Il avait quand même les larmes, puisqu'il avait venu de perdre sa femme la veille. Vous voyez, c'est ça cet esprit. Donc quand Bruno il dit Volinsky, il paraît qu'il est mort de vieillesse pendant l'attentat, c'est drôle. On ne peut pas mourir de vieillesse pendant un attentat, bien sûr. Vous voyez, donc s'il avait dit il paraît que Volinsky, c'était un dégonflé, il a eu une crise cardiaque au moment où on lui a tiré dessus. C'est pas pareil. Alors là, ça serait pas drôle et ça serait con. Mais là, quand il a dit ça, c'était très marrant. Voilà, c'est un hommage à l'esprit qu'avait Volinsky. Et moi, j'ai fait un texte sur Volinsky qui, paraît-il, arrache les larmes, justement, d'affection et ce qui n'empêche pas de dire des vérités sur le Charlie Hebdo de l'époque Val, Charb, Cabu, qui était purement dégueulasse. Vous avez côtoyé Jean Vernalier aussi? Oui, bien sûr, très bien. Bien sûr. Quelle image vous gardez de lui? L'œuvre n'existe pas, mais il va rester pour une chose, c'est qu'il a fait l'Idiot International. Il a créé ce journal auquel vous avez participé. J'ai participé, c'est pas cette raison. J'étais même fâché avec lui avant que je me réconcilie pour aller dans ce journal. Ça a été un journal extraordinaire dans les années 89-90, merveilleux. Et d'ailleurs, on reparle de Val et de Charlie Hebdo. C'est l'équipe de Val, en voyant le succès et la puissance de l'Idiot International, dans lequel travaillait GB, dessinateur historique d'Harakiri, qui faisait les unes et qui illustrait les articles, que M. Val et Cabu ont décidé de recréer un journal aussi. Et avant d'aller voler le titre à Choron, avec la complicité de Cavana, eh bien, Val et Charb, et je ne sais pas s'il y avait encore déjà Charb, en tout cas Cabu et Val, ont créé la Grosse Bertha, qui était en 92, juste après la mort de l'Idiot. Ils ont attendu que l'Idiot International meure, et ils ont fait leur journal à eux, qui était une ressucée, un succès d'année misérable. Et après, comme ça ne marchait pas, ils sont allés voler le titre qui appartenait à Choron. C'est lui qui avait inventé Charlie Hebdo. Et ils l'ont laissé crever, Choron. Ils l'ont laissé crever de 93 à 2005, où il est mort. Il est mort dans une espèce de petite pièce, enfin, à peine plus grande que celle où je vis aujourd'hui. Dans une armoire, il est mort, alors que moi, je dors dans un tiroir. Voilà ce que l'ancienne équipe historique de Charlie Hebdo Harakiri a laissé faire par Val, qui lui est, encore une fois, comme je dis souvent comme mot, un criminel,
qui a beaucoup de choses à se reprocher. Et je ne suis pas le seul à le dire. On va arriver en effet au terme bientôt de cet entretien et merci encore de nous l'avoir accordé. Si on devait résumer aujourd'hui en une phrase qui est Marc-Édouard Nab, si c'était vous qui deviez le décrire. C'est pas à moi. Ben non, non, mais justement, faites des propositions. J'aurais tellement non, je sais pas, une palette de. Vous prenez le plus de plaisir dans quel exercice? Dans tous les exercices. Moi, je suis un exerciceur. Pas un exciseur. Oui, ça arrive pareil, et donc, non, là, je suis un artiste libre qui crée des œuvres contemporaines. Je suis un artiste contemporain. Comme je dis souvent, on me prend pour un réactionnaire, je suis le plus moderne des artistes contemporains. Tout ce que je fais, ce sont des innovations et souvent sur la forme aussi. Les TikTok, j'en ai fait 700, ce sont des véritables œuvres, c'est des petites vidéos. Bientôt, il faut se dépêcher parce que je vais les retirer, je vais les mettre sur ma plateforme. Il y aura une plateforme, marc-edouardnab.com, où on pourra aller et on trouvera les anciens éclats de la galerie, les manuscrits, les textes, les tableaux, des objets aussi. C'est pour ça que je parlais de Marcel Duchamp tout à l'heure. Et puis ma feuille nabienne. C'est ça l'actualité, c'est que j'ai réussi à lancer ce que j'appelle donc la feuille nabienne, qui est un hebdomadaire. Il y a 2 pages, ça vaut 3 € par semaine. Il y a un abonnement possible. Et là, ça marche du tonnerre. Et toutes les semaines, je m'exprime sur 2 pages sur l'actualité. Là, j'ai parlé de Marine Le Pen. Avec 700 vidéos, vous devenez influenceur à plus de 60 ans, quoi. Voilà, exactement. Alors, j'étais ardeur à 60 ans et je suis influenceur à 65. C'est pas mal. C'est pas mal l'évolution. Voilà, exactement. Parce que moi, j'estime qu'un artiste n'a pas... On est quand même loin de la littérature, quand même, non? Parce que si j'étais un Marc-Édouard Nab il y a 20 ans, je vous dirais c'est quand même pas un peu pathétique. Ah, pas du tout. Mais regardez, écoutez ce que je dis. Du prix Renaudot que vous étiez sur le point d'avoir. Mais on s'en fout. Là, vous avez une vision bourgeoise de la littérature. Il faut avoir un prix, alors. Non. Écoutez bien. Mais le milieu littéraire est très bourgeois. Mais c'est pour ça que j'en suis plus, moi. Voilà. Je me suis exclu de ça. Je n'ai rien à foutre du milieu littéraire. Et une chose qu'il faut savoir, c'est que même dans les TikTok, j'improvise, mais il y a certains qui ont relevé mes textes, c'est des textes. J'écris tout le temps. La feuille nabienne, c'est du texte. Lisez-la, c'est toutes les semaines, c'est pas de la rigolade, c'est pas comme ça des petites notes, c'est pas des fonds de tiroir, c'est des écrits que je fais en direct, que je parle de Trump, je parle de la Palestine, je parle d'Israël, je parle de Marine Le Pen, c'est de l'écriture. Et pour finir, je vais vous donner un scoop. Pour être bien sûr que je revienne à la lecture, enfin la littérature, pour faire lire les autres, pour qu'ils lisent enfin ma littérature, puisque vous avez l'air de dire que maintenant, finalement, à cause de toutes mes activités internautiques, on n'a plus vraiment accès à la littérature. Je suis en train de terminer un livre, un roman de 500 pages sur mon père, sur la dernière partie de la vie de mon père, avec une innovation, on va dire, technique romanesque que je n'avais jamais encore explorée, vous verrez. Ça sortira, j'espère, en tout cas pour la rentrée. C'est moi-même qui vais l'éditer, parce que personne n'est capable d'éditer ça. C'est 500 pages, ça s'appelle Marcel, et c'est un roman. Et donc là, c'est mon grand retour à la littérature sur papier. Et vous aurez l'occasion, si vous me réinvitez ou si on en reparle même autour d'un verre tous les deux, vous conviendrez que je n'ai jamais quitté une seule seconde la littérature, ni même l'art en général. Et c'est ma gloire. Eh bien, écoutez, c'est d'autant plus étonnant que vous parliez de votre père, puisque en effet, je veux aussi rendre hommage au mien que j'ai perdu cette semaine. Voilà. Donc, en tout cas, je voulais vous remercier beaucoup, Marc-Édouard Nab, d'avoir accepté de participer à cette émission qui était absolument passionnante, comme je m'y attendais, qui va faire beaucoup réagir, je suppose. Un petit mot juste quand même de conclusion ultime. Vous regrettez rien? Rien. Absolument rien, alors vraiment. Que certains aient pu penser à un moment donné que vous étiez complice de terroristes, non, ça vous a pas touché? Rien du tout, ils ne savent rien. Moi, je parle avec des gens qui sont compétents. Voilà. Alors, moi, je parle avec des gens compétents, qui sont sur leur sujet. Si on parle avec Ronnie Broman de la Palestine, c'est bien. On ne va pas parler avec quelqu'un qui n'en est rien. Un Cohn-Bendit, aucun problème. Vous voyez, excusez-moi, c'est ma prétention. Je ne veux pas parler, je ne veux pas répondre à des gens qui ne connaissent rien du sujet qu'ils prétendent couvrir et maîtriser. Pour admettre que Ronnie Broman fait figure au milieu de la communauté de confession juive. Donc ça prouve que c'est possible. Minoritaire. Bien sûr, c'est possible ou pas. Vous voyez, parce que Ronnie Broman, oui, en effet, c'est un des rares. Si, vous voulez qu'on revienne là-dessus, ça ne me dérange pas. Pourquoi il y a ce problème, antisémitisme, Israël et tout ça? Parce qu'il n'y a jamais un intellectuel, on va dire, juif, qui vient et qui dise ce que dit par exemple Ronnie Broman, et qui disent c'est honteux, c'est scandaleux, c'est inadmissible ce que fait Tsahal. Ils ne le disent pas. S'ils étaient 15, 20, 30 à le dire,
il n'y aurait peut-être même pas de réaction de terrorisme ou de violence de l'autre côté pro-palestinienne. Il n'y aurait pas de protestation, parce qu'on verrait que de leur camp, il y a certains juifs qui ne font pas l'amalgame entre Israël et juifs. C'est ça la question. Voyez. Et pour finir avec Cohn-Bendit, décidément, lui, il a une formule merveilleuse. Il dit, moi, je ne suis pas sioniste et je ne suis pas anti-sioniste. Je suis asioniste. Vous voyez, comme si ça n'existait pas. Et ça, personne ne lui dit rien. Parce qu'évidemment, on ne va pas l'emmerder, puisqu'il est juif lui-même. Vous voyez, voilà. Et pour terminer, quand j'ai rencontré Cohn-Bendit la première fois, c'était en 1985. Et c'était une façon on va dire, même pas de briser la glace, mais d'ouvrir une porte. Et depuis, elle est grande ouverte, parce qu'on a déjà fait un débat ensemble chez Ardisson, où ça s'est très bien passé. J'avais 25 ans et je venais de publier au Régal des Vermines. Et on avait le même éditeur. Il entre dans le bureau de l'éditeur, il me voit et il m'apostrophe, c'était le cas de dire. Il me dit « Ah, monsieur Nab, mais je suis très très fâché. Vous ne prenez même pas la peine de m'attaquer dans votre livre. Pourtant, je suis juif. » Et à ce moment-là, je lui ai répondu « Oui, mais vous êtes allemand aussi. » Et il a éclaté de rire. Et puis depuis, on se respecte. Voilà, comme quoi l'humour peut avoir des vertus aussi. La seule. Merci beaucoup Marc-Edouard Nab. On va mettre en description sous cette vidéo les liens vers lesquels on peut renvoyer avec plaisir. Le public s'il souhaite évidemment se voilà. renseigner. En et savoir j'étais plus ravi sur... et je vous félicite aussi, puisque je vous rappelle, vous êtes le seul télévisuellement à m'avoir redonné la parole depuis 12 ans. Eh ben, écoutez, j'espère pour vous en tout cas que ça pourra peut-être redonner des idées à d'autres. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve pour une nouvelle émission des Incorrectibles la semaine prochaine. Et d'ici là, comme je ne cesse de le répéter à chaque émission, je pense que Marc-Edouard Nab sera d'accord. Surtout, restez incorrectibles. Très bonne soirée à tous. Bye bye.